Fred Savard avec vous pour un 33e épisode de la balado. Aujourd'hui, un épisode qui aurait été enregistré dans 3 villes différentes, rien de moins. Merci à Communauto, partenaire extraordinaire, parce que, bon, vous le savez, j'étais allé à Trois-Rivières pour le congrès de l'ACFAS. Ben, j'ai rencontré aussi des gens en fait, entre autres, c'est Mélissa Thériault que j'ai rencontré, parce qu'elle co-organisait un colloque, mais elle faisait paraître également un recueil de textes vraiment étonnant. Utopia Laurentiana, je vais en parler avec elle. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment le genre d'objet littéraire qui me... En fait, je suis content que ces livres existent parce qu'ils témoignent d'un passé littéraire qui reste à découvrir encore au Québec. Puis là, je pense qu'on peut même dire au Canada français parce qu'on est... on recule dans l'histoire. De toute façon, vous allez voir, Mélissa va tout expliquer ça. C'est vraiment intéressant. Après ça, de Trois-Rivières, je suis parti à Québec pour rencontrer Louis-Philippe Lampron pour son essai « La démocratie ne se défendra pas toute seule ». J'allais dans ses bureaux de l'Université Laval. Discussion vraiment intéressante parce qu'il y a des choses qui se passent qu'il faut absolument... en fait, il faut y réfléchir collectivement et, comme c'est souvent le cas, Louis-Philippe Lampron nous fait réfléchir avec les angles appropriés. Peut-être des fois un peu loin du consensus médiatique, entre autres. C'est ça. J'aime bien sa façon de réfléchir à des enjeux aussi fondamentaux que la démocratie en 2026. Voilà. Et je vais aussi vous présenter un segment enregistré à Montréal maintenant avec Guillaume Tremblay-Boily. Donc, c'est notre partenariat avec l'IRIS, toujours extrêmement, extrêmement pertinent. Puis là, on parle de la militarisation de l'économie canadienne et québécoise. Je pense que ça aussi, quand on parle d'un certain consensus médiatique, je pense qu'on a une conversation à avoir parce qu'il y a des enjeux vraiment importants qui se cachent derrière ça. Puis, on n'en parle pas de la bonne façon, à mon avis. Et il n'y a pas de débat présentement sur des choses qui auront un impact sur tout le monde. Avec les gens de l'IRIS, on est capable de mieux s'armer intellectuellement pour réfléchir donc à ces questions. Et à la toute fin, je vais vous revenir avec une réflexion sur un truc que Philippe de Grosbois a publié cette semaine sur Blue Sky. Une réflexion d'un journaliste à la retraite sur la structure des fiducies qui gèrent le journal La Presse. Vraiment un truc intéressant, je pense, qui aussi va nous aider à réfléchir sur la structure des médias. Moi, c'est évidemment une question, ça intéresse Philippe, mais ça m'intéresse aussi. Puis à la fin, je vous offre une chanson pour essayer d'être de bonne foi. De baisser les armes sur un mouvement social actuel dont je ne fais pas partie, malheureusement. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà. C'est le menu, donc, de ce 33e épisode. Bonne écoute, tout le monde. Hey, Mélissa Thériault. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous savez comment j'aime les éditions Moult? On les aime. Je lis tout, ou presque, qui sort des éditions Moult. Et là, c'est Utopia Laurentia, science-fiction du terroir canadien-français. C'est dur de pas rire quand on lit le titre. Oui, bien, comme vous savez... 1839-1944. Oui, exactement. En fait, Utopia Laurentiana, c'était le nom d'un blog de quelqu'un qui répertoriait les bijoux méconnus de notre passé littéraire. Ah ouais, okay. Donc, c'est un peu un hommage comme ça. Ah. Et donc, la première chose que je voudrais faire, c'est saluer les gens qui ont travaillé, des passionnés, qui avaient des blogs ou qui mettaient en ligne des trucs. Donc, c'est un savoir... méconnu. Citoyen. Oui, tout à fait. C'est un patrimoine littéraire. Ouais. Et la première chose que je vais vous parler longuement de mon syndrome d'imposteur, Monsieur Savard, parce que moi, je suis pas une spécialiste de la science-fiction. Je sais. C'est bon, on est deux à le savoir. Mais en fait, c'est que le projet est initié par Fabrice Pinard-Saint-Pierre. C'est lui le boss, et moi, j'ai fait plus de la coordination. Ouais. Vous êtes éditrice? Un peu comme, je sais pas comment dire, wannabe éditrice, on va dire ça comme ça. Dis donc éditrice. OK, on va dire ça. Mais non, mais... Le livre de Henri-David Thoreau, vous avez quand même travaillé. Oui. Non, mais... Assumé. Oui, je fais de la coordination éditoriale, ça, c'est vrai. OK.
Mais vous savez, les meilleurs sont modestes. Oui. Mais en fait, l'histoire, l'origine du livre est intéressante parce que Fabrice Pinard-Saint-Pierre, qui à la base est pas qui a écrit par le passé, mais qui est oui un tripeux de science-fiction, mais qui a une formation en psycho, qui est passionné d'histoire aussi. Puis c'est arrivé un peu par hasard, c'est-à-dire qu'il fouillait pour ses propres trucs, pour ses propres projets d'écriture personnelle, et il se rend compte que il y avait une croyance, comme quoi que la science-fiction au Québec, ça arrivait avec la Révolution tranquille, et que le premier livre de science-fiction francophone féministe, c'était L'Hugelion de Lucky Bersianic. On a souvent cette image-là, puis elle n'est pas fausse, c'est-à-dire que, oui, de la science-fiction québécoise, ça arrive effectivement... Avec le terme québécois qui est important. Oui, c'est ça, parce que pré-Révolution tranquille, on n'utilise pas le terme québécois pour se désigner. Donc, c'est vrai de dire qu'il n'existe pas de science-fiction québécoise, mais il existe la science-fiction écrite en français en terre d'Amérique. Donc, et il y en a beaucoup. Et c'est comme ça que Fabrice Pinard-Saint-Pierre s'est intéressé à colliger ça, puis à voir, ces textes-là étaient libres de droit. Vous savez, M. Savard, nous autres, on est gratteux, là. On prend les textes libres de droit. Puis là, on s'est dit, on va faire un petit recueil, mais là, vous savez, je suis une éternelle insatisfaite. Fait que là, je fais comme, mais moi, je suis une imposteur. Vous, M. Pinard-Saint-Pierre, vous êtes un fan, ça fait que vous n'avez pas de billet, ça nous prend un spécialiste. Vous n'avez pas de recul? Non, c'est ça. Ça fait que là, on va se faire cadrer un peu par une vraie spécialiste de cette période-là, qui est Caroline Loranger. C'est une préface, d'ailleurs. Exactement. Et elle, c'est une spécialiste de cette période-là de la littérature québécoise qui est extrêmement... méconnue et beaucoup plus riche qu'on pourrait penser. Donc, on parle des débuts. On peut dire ça. Donc, de 1837, est-ce que c'est l'année zéro de la littérature française en Amérique du Nord? En fait, le premier texte, là, il était dans le Bas-Canada. OK, le journal. Je veux dire, il a été publié au moment où on était encore une structure qui s'appelait le Bas-Canada. Je pensais qu'il y avait un journal. Il devait y avoir un journal qui s'appelle le Bas-Canada. Ah, tout, là, sûrement. À l'époque, il y avait 700 journaux. À peu près, oui. Donc, c'est le texte de Philippe Aubert de Gaspé, L'influence d'un livre. Mais c'est sûr... En fait, selon les canons... c'est celui-là. Mais dans les faits, non. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans les faits, il y a complètement autre chose. Puis en fait, j'ai pas... il fallait fouiller un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'aide aussi pour aller chercher de l'aide en science-fiction. C'est là qu'est arrivée une collaboratrice étudiante que je salue, Rebecca Brault, qui est étudiante à l'UQTR. Vous voyez comment on fait donc des gens formidables à l'UQTR. Mais donc, on a été, là, par étapes, aller chercher une bibliographie, voir des textes, tout ça, puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des auteurs prolifiques. Vous connaissez sûrement les éditions Édouard Garand. Non. Édouard Garand, c'était vraiment des éditions extrêmement populaires. Attendez, Mélissa Thériault, ce qu'il faut dire, et la beauté de cette... Moi, j'ai beaucoup aimé parcourir les pages de ce Utopia Laurentiana parce qu'il y a donc une préface, oui, on l'a dit, de Caroline Loranger. Il y a après ça la présentation du dossier. Oui. Et après ça, il y a des textes. Oui, des extraits. Voilà. Et la présentation du dossier, elle est vraiment intéressante parce qu'on se rend compte, puis je pense que c'est pas seulement le cas de la science-fiction pré-Révolution tranquille, c'est que dans le fond, la littérature québécoise, elle est assez récente et encore méconnue. Oui, parce que ça prend un travail de passeur pour nous rappeler ça. Parce que si vous allez dans vos cours de cégep, vous allez faire de la littérature du terroir. Mais la littérature du terroir, c'est un bout de Séraphin, puis l'influence... Michel Lacroix vous dirait que c'est plus intéressant qu'on tout à fait. Prétend. Oui, moi, je suis la première à le dire. Ça n'a peut-être pas été enseigné de la façon la plus intéressante. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a peut-être eu un snobisme aussi de cette littérature-là, qui était très populaire à une certaine époque. C'est peut-être ça, c'est peut-être le snobisme, mais moi j'ai une autre hypothèse, puis on n'a pas pu la vérifier, mais je me suis demandé si, entre le moment où on faisait de la recherche sur la littérature québécoise et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui s'appelle l'Internet. Donc, tant que ces textes-là étaient cachés ou qu'il fallait vraiment aller physiquement fouiller pour aller les chercher, on pouvait pas blâmer les gens de pas trop les connaître, disons le grand public. Les spécialistes le savaient, mais sinon, ça allait pas au-delà de ça. Mais à partir du moment où on a ce qu'on appellerait un fandom ou des fans qui publicisent, qui mettent en ligne, puis qui partagent un savoir de façon très, très autodidacte, très informelle. Dans certains cas, c'est des gens qui sont spécialisés, formés, là, mais il y a toutes sortes de... Donc, je reviens à la charge avec... Est-ce qu'il y a eu un snobisme des milieux littéraires par rapport à cette littérature-là? Un peu comme il y a peut-être eu un snobisme envers les romans de gare, parce qu'on les compare un peu. X13, dans le fond, c'est la fin. La fin. C'est le bout de ce courant-là qui labourait un public
Ils vendaient beaucoup de livres, là. Oui, mais c'est clair qu'il y a un snobisme, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. OK. C'est-à-dire que c'est clair que les littératures populaires ont toujours été snobées, le sont tout le temps, mais il reste quand même aussi que les textes n'étaient pas accessibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris la peine de bien conserver. On a un rapport trouble au patrimoine. Au patrimoine matériel comme immatériel. Là, je suis en train de plugger là, que je fais partie du REPUC, là, puis qu'on a une belle... C'est le réseau de l'université... Voyons, je perds mes acronymes. Réseau d'études du patrimoine de l'Université du Québec. Ah! Bon, OK. Oui, Chicoutimi cet automne, ça va être le fun. OK. Oui, j'ai bu beaucoup de café. Le parc des Laurentides. Tout à fait. À l'automne. Oui, c'est magnifique. Les couleurs. Mais ça paraît-tu que c'est un congrès de l'ACFAS et qu'on boit beaucoup de café? Oui, probablement. Oui, effectivement. Et il faut dire une chose aussi, je ne sais pas si c'est la même chose en littérature qu'au cinéma, mais la littérature de genre, le cinéma de genre, au Québec, on dirait c'est arrivé plus tard qu'ailleurs. J'ai ce sentiment-là. On a cette perception-là, ce n'est pas toujours exact. OK. Parce que, vous voyez, là, tu sais, 1839, là, c'est pas... Oui, mais c'est bien dit dans le document d'introduction qu'il n'y en a pas tant, on est d'accord. Et que ces auteurs et autrices-là, il faut quand même le dire, les autrices, on parle entre autres de... Il faut que je me rappelle de son nom. Emma Adèle Bourgeois-Lacerte. Lacerte, qui était la vendeuse. Celle qui vendait le plus de livres. Exact. C'était une femme d'affaires. Ah oui, épouvantable. Qui négociait ses affaires de façon très serrée. Encore une fois, on brise aussi cette espèce d'idée qu'avant la Révolution tranquille, les gens étaient un peu... soumis, qui faisaient pitié. Oui, c'est ça. Non, il y en a que oui, mais pas toutes. Donc, les portraits sont plus variés, mais pour ça, il faut éplucher les correspondances ou des fois, on voit autrement. Par exemple, il y a quelque chose qu'on n'a pas mis dans le livre parce que ça s'appliquait moins, mais Laure Conant, par exemple, qui a écrit la fameuse Laure Conant, mais elle, on la connaît pour son classique, mais après ça, elle a fait des espèces de la science, de la fantasy chrétienne, ce genre d'affaires-là, parce que il fallait qu'elle gagne sa vie, elle était célibataire, ça fait que les revues qui pouvaient l'embaucher, les journaux aussi publiaient beaucoup. C'est ça, ça fait que tu étais payé à la pièce, mais tu sais, fait que tu n'avais pas le choix d'écrire ce genre d'affaires-là, mais c'est un choix conscient et assumé. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, les gens ne se réclamaient pas non plus de cette littérature-là. Donc, le genre n'existait pas parce que les auteurs et autrices eux-mêmes n'avaient pas l'impression qu'ils participaient à une littérature de genre. Moi, je ne suis pas un grand lecteur de science-fiction, je l'avoue. Mais j'aime lire sur ce genre-là, particulièrement quand c'est des textes qui viennent du Québec. Et on rappelle que le genre lui-même est né en 1920 à peu près de la science-fiction là, dans la littérature mondiale. Oui, ben ça c'est un débat que je vais laisser aux spécialistes. Est-ce que le genre apparaît avec le nom, le mot, ou pas? Parce qu'il y en a qui font remonter ça à l'Antiquité. Ah ouais. Oui, parce que d'ailleurs, on ne l'a pas défini, mais vous en parlez un peu plus loin dans le document d'introduction. Quand on parle de science-fiction, on a besoin il y a des critères précis, là. Ben oui, puis là-dessus, mon impostorité ressort, mais d'habitude, c'est le rapport à une technologie qui n'existe pas. Ouais. Mais ça peut être très large. C'est l'altérité. Soit elle est identitaire, technologique, temporelle ou spatiale. Bon, merci. Il y a Isaac... je l'ai lu, votre livre. Oui. Isaac Asimov résumait ça en trois axes. What if only, if this goes on. Je vois que vous avez bien fait vos devoirs, monsieur Savard. Je fais mes devoirs, oui. Ben oui. Je suis pas à Radio-Canada ici, j'ai le temps de lire les livres. Je fais des blagues parce que les gens de Radio-Canada n'arrêtent pas de passer depuis tantôt On ici. les salue. Et là, on parlait des auteurs et des autrices qui ne se réclamaient pas de ce courant-là. J'ai appris que le roman de Jules-Paul Tardivel, Pour la patrie, on peut le considérer comme un roman de science-fiction. C'est ça, c'est toujours la question du classement. Parce que c'est un roman d'anticipation. Oui, parce que c'est ça, il est dans un autre espace-temps, disons, ça se passe autrement. Mais il y a une partie qui est de la part de comment nous, on interprète les textes. Donc, les catégorisations de genre sont jamais juste liées à des éléments formels, c'est aussi des éléments herméneutiques d'interprétation. Ouais. Jean-Charles Harvey, même chose, L'homme qui va. Jean-Charles Harvey qu'on connaît pour les incivilisés, les demi-civilisés, qui a aussi fondé le journal Le Jour, qui était un franc-tireur avant la lettre. Il y a un de ses textes qui est dans le recueil, qui a été publié en 1929, il a même gagné le prix David. Oui. À l'époque. Donc, c'était pas une littérature de bas étage. Non, c'est ça. Non, mais de toute façon, pour écrire de la science-fiction, il fallait savoir écrire. Puis si vous saviez écrire à cette époque-là, probablement que vous aviez fait le cours classique. Oui, voilà. J'étais dans le 1%.
je voulais aborder quelque chose de super intéressant. Ah oui, on se rend compte aussi que, en fait, il y a deux figures importantes. En fait, évidemment, la science-fiction Révolution tranquille, donc vous l'appelez la SC... Voyons, je me trompe. CF. Oui, Non, la SF. CF. Donc, la science-fiction canadienne-française. On sonne comme dans Elvis Gratton, là, un peu. Oui, mais c'est parce que c'est avant la Révolution tranquille. Il y a deux grandes inspirations. Il y a Jules Verne et Cyrano de Bergerac, Oui. c'est-à-dire Savinien Oui. de Cyrano de Bergerac. On l'oublie. Oui, Voyage sur la C'est Lune. pas juste un personnage d'un film de Gérard. Hey, Dieu. vous voyez comment je suis sérieux? J'ai lu Le Voyage sur la Lune. Ah oui, c'est ça. Puis c'est pas très long à lire, là, puis ça se trouve assez facilement. Ouais. Mais c'est pété. Ouais. Tu sais, Oui. il y a des choses où, par exemple, il décrit un Walkman ou des balados, des livres audio, là, il décrit... Ouais. Tu sais, puis là, je suis comme, il est en train d'écrire un livre audio, lui, là? Mais oui, très exactement, là. Tu sais, il y a comme une espèce de dispositif. Ouais. Puis- Alors, ça va être les deux grandes inspirations, bien que les textes de science-fiction vont vraiment très, très être imprégnés des préoccupations de l'époque. Oui. Donc, la survivance, Oui. bien sûr. Le Comment le catholicisme va survivre dans le futur? C'est quand même drôle. Ah oui, tu sais, il y a une cité sous les mers, mais il C'est- faut quand même trouver un curé pour Oui. baptiser les enfants dedans, là. Il y a des affaires qu'on rit aujourd'hui, mais en Ouais. même temps... Ben, en fait, ça témoigne des préoccupations de l'époque. C'est quand oui. même intéressant pour ça. la science-fiction parle toujours du présent, jamais du futur, Ouais. hein, dans le fond. Il va y avoir donc... en fait, les textes ont été séparés en cinq grandes thématiques. 1, exploration. 2, la guerre. 3, l'utopie. 4, la technologie. Et 5, le contact entre autochtones et allochtones. Ça, c'est intéressant aussi parce que les autochtones sont présents. Oui. Et c'est l'altérité. Oui. C'est qu'ils sont présents et ils sont pas présents en même temps. Tout à fait. Qui Puis est très, très en concordance avec les sensibilités de l'époque. exactement. Puis celle d'aujourd'hui aussi, Oui. là, ils sont présents puis pas présents. Ouais. En tout cas, mais en fait, un des textes les plus intéressants, c'est L'impératrice de Lungava Oui. d'Alexandre Duhot. Puis dans ce texte-là, il y a vraiment... On se le cachera pas, là, c'est maladroitement écrit, Oui. tout ça, mais maladroitement au sens où il y a des termes qui sont datés, etc. Oui, oui. Mais il reste quand même que c'est une impératrice. Elle veut s'occuper des siens. Ouais. Elle choisit, elle a une agentivité. Elle est pas, il y a pas un rapport d'infériorité. Ouais. Et aussi maladroit que puissent être les formulations, il y a quand même quelque chose comme une préoccupation ou qui est pas, comment dire, c'est maladroit, mais c'est sincère. OK. Et je pense qu'on gagnait davantage, on gagne plus à dire, ben, il y avait cette préoccupation-là. Ouais. En fait, c'était pas uniforme. Exact. Le rapport aux Autochtones. de l'époque. Effectivement, mais c'était intéressant. Puis on s'est posé la question, est-ce qu'on doit changer les termes? Ben, on l'aurait pas fait, là, mais on aurait pu Ouais. vérifier s'il y avait eu quelque chose de problématiquement offensant en termes de... mais je vais donner un exemple, là, entre guillemets, il y a le mot « sauvage ». Ah ouais. Mais sauvage, ben, si on pense comme Anne Capèche, ben, c'est un compliment. Ouais. Ça fait qu'on a mis une note de bas de page, Ouais. on a contextualisé, Ouais. mais je trouvais ça important qu'on mentionne que ça existait, c'est-à-dire que nos prédécesseurs y pensaient, Oui. puis ils essayaient de comprendre la situation du mieux qu'ils pouvaient. Par le biais de la littérature. Ouais. Ça sert à ça souvent, la littérature aussi. Oui, Façon d'appréhender. oui, on fait des scénarios, des expériences de Ouais. pensée. OK. Est-ce qu'on voulait ajouter autre chose? Ça, je vais le corriger au montage. Là. Je ne vais pas le laisser à Aziz. Je pense qu'on a Non. couvert pas mal. Ben, je pense qu'on a fait le tour, mais moi, en tout cas, si je pouvais exprimer un souhait, je dirais, autant, des fois, c'est un peu laborieux. On a le défi d'enseigner aux jeunes dans les cours de cégep. Ouais. Enseigner le terroir, on a l'impression qu'ils ne seront pas ouverts nécessairement à Ouais. ça. Puis ça tombe bien, juste à côté de nous, il y a une spécialiste Oui. des séries historiques qui Oui. vient d'arriver. Mais c'est aussi une façon de raccrocher ou de voir autrement notre patrimoine littéraire. Je Oui. pense qu'on n'est pas obligé de lire ça le soir avant de s'endormir. Là. Chacun ses goûts. Mais je pense que c'est vraiment important de connaître ce qu'on a fait C'est et ne vrai. pas dénigrer notre passé. C'est vraiment intéressant, Mélissa Thériault, ce que vous dites, parce que quand j'ai reçu le livre à la maison, mon amoureuse, qui est prof de On la littérature salue. au cégep, Ben oui, le meilleur cégep. elle a vraiment, à Montmorency, à Oui, Laval, j'ai déjà travaillé là. ils ont mis dehors. Non. Non, mais elle était elle a été très piquée de curiosité par le recueil parce qu'elle s'est dit, science-fiction, c'est différent. On sort des canons habituels, ça peut peut-être être intéressant pour
pour mes étudiants et étudiantes. Oui, puis j'ai même, en passant, là, c'est des textes libres de droit. Là, ça, c'est un patrimoine collectif. Oui. Donc, oui, vous achetez les livres de moult, bien sûr. Mais, Toujours. Ouais. Mais, admettons que vous êtes curieuse, là, ben, gâtez-vous, allez explorer là, dans ce qui vous parle. Ça prend, pour tous ceux qui ont la littérature québécoise, ça prend ce livre, Utopia Laurentiana, dans sa bibliothèque. Oui, tout à fait. À la vue. 2 copies pour être sûr. Oui, à la vue de tous. Quand les gens rentrent, ils vont faire « Ah, mon Dieu, ça existait, ça! Science-fiction du terroir! » Eh bien, merci infiniment. Merci infiniment, au nom de l'équipe. Et on ajoute Utopia Laurentiana à notre bibliothèque. Absolument, c'est un must. Louis-Philippe Lambron! Bonjour, On se retrouve. Là, je suis à Québec. Oui. Vous m'avez invité dans vos luxueux bureaux. Il faut quand même le dire. L'Université Laval, c'est en ébullition. Oui, il y a beaucoup de choses qui se construisent sur notre campus. Vous avez des figurines plutôt rigolotes. Je ne sais pas si elles témoignent de votre état mental intérieur. Ben, il y a beaucoup de... On a American Psycho, Alien, Katie Bates dans Misery. des Transformers. Oui, mais Qui est un peu le professeur d'université d'aujourd'hui doit être, je pense, un Transformer pour naviguer... à travers tous les médiums sur lesquels on doit parler de nos recherches. Ouais. Mais surtout le grand Lebowski derrière. Ah oui! Ben avec oui. Walter et Is this your homework, Larry? Mais est-ce que c'est une peinture? C'est une reproduction. Ah, ok. C'est pas moi qui l'ai fait, j'ai pas ce talent. Vous n'avez pas ce violon dingue? Non. Bon, je suis venu pour parler de La démocratie ne se défendra pas tout seul. Votre dernier essai publié chez Éco-Société, ça fait un petit bout. Oui. Vous êtes tellement occupé. C'était dur de... Ben, c'est chargé. Il fallait que je lise aussi. Oui, ben idéalement, oui. c'est ça. Ben... Quoi que donner des entrevues sur un livre qu'on n'a pas lu. C'est vous avez dû donner plusieurs entrevues avec des gens qui n'avaient pas vraiment lu le livre. Ben, je sais pas. Mais on voit avec les questions. Êtes-vous à Radio-Canada? Oui. Ah, voilà. Ben, il me semble que la personne à Radio-Canada l'avait lu. Mais ça voilà. se peut. Ça a peut-être changé depuis que je suis parti. Livre intéressant. Mais en le lisant, je me disais, est-ce que Louis-Philippe Lampron prêche dans le désert? Ben ça, c'est la belle question. C'est-à-dire que... Je sais pas Parce que j'ai l'impression que vous êtes pas seul, mais vous êtes un peu en contre-courant de la conversation collective et médiatique ambiante par rapport... Puis on va en parler tantôt, mais le méchant gouvernement des juges, la souveraineté de l'Assemblée nationale, la tyrannie des minorités, des thèmes qu'on a déjà abordés. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous sonnez l'alarme, en fait. Ben, je sonne à l'alarme, puis moi, je suis un juriste, c'est ça ma formation de base, puis un constitutionnaliste. Puis la Constitution, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le cadre qui permet de déterminer ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les représentants élus, les députés, etc., puis les juges. Hein? Puis donc, on est capable de voir c'est quoi les règles du jeu comme telles. Et souvent, comme ça intéresse pas le monde, ben il y a des gens qui peuvent changer les règles du jeu, puis quand les règles du jeu sont changées, puis qu'on se fait opposer le fait qu'on peut plus faire ce qu'on pensait qu'on pouvait faire, ben là, on tombe des nues, en fait, alors que ça a été changé il y a 15 ans. Bon. Moi, dans une entrevue que j'avais fait avec lui, Alain Deneau m'avait dit à quel point il trouvait ça violent, l'expression « il faut jouer le jeu, il faut accepter de jouer le jeu », parce que dans les faits, c'est pas un jeu, ça a un impact réel sur le quotidien du monde. Puis c'est pour ça que c'était aussi important pour moi de faire la démarche qui est au cœur de l'essai, c'est de dire, écoutez, là, vous capotez toutes et tous avec ce que Trump est en train d'essayer de faire au sud de la frontière. C'est un dictateur, il est dangereux, etc., mais les prises juridiques dont il essaie de se servir pour transformer les États-Unis en autoritarisme, de passer d'une démocratie à autre chose, en fait, c'est un vrai coup d'État. Ah, vraiment? Elles existent chez nous aussi. Fait que regardons-les, puis après ça, ben, on peut pas essayer de faire quelque chose. C'est ça, je pense, la plus grande vertu de votre essai, c'est que on a l'impression d'être un peu dans le... En fait, on a été dans le déni avec Trump. Oui. On s'est dit, voyons, ça se peut pas. Mais ça, c'est ce qu'on fait. Ça va être temporaire. Exactement. Il va s'en aller un moment donné. Puis quand Trump sera plus là, ça va comme par magie, ça va redevenir comme avant. Exactement. On va pouvoir retourner voyager. Puis, oui, le ça va bien aller c'est ça. De la COVID. Oui. Et on se rend compte que non. Non, ben non. Mais là, on s'y habitue. Oui, ça, c'est un vrai danger. Oui. Et la même chose avec... Vous parliez tout à l'heure de gouvernement des juges, la clause de dérogation, maintenant qu'on essaie de rebrander en parlant de clause de souveraineté parlementaire. Le problème... Même Éric Duhem a promis de l'utiliser encore plus. Bien sûr, parce que il faut faire acte d'autonomie par rapport au méchant fédéral. Puis on oublie carrément de quoi ils sont en train de parler, c'est-à-dire les droits et libertés de la personne, qui appartient à tout le monde, en fait, puis qui sont pas juste une patente creuse qui sont données aux méchants juges du fédéral pour empêcher le gouvernement du Québec de déployer ses projets pour protéger la spécificité québécoise. Voilà. Alors, c'est ça qui est vraiment fâchant avec les sophismes. Puis pour être capable de démonter les sophismes,
pour moi, il faut qu'on soit capable de regarder l'écart entre ce que le droit dit concrètement puis ce que les politiciens disent que le droit dit. Parce que sinon, on va se faire berner par les nuages. Mais là, il y a des gens qui vont dire, bon, les États-Unis... parce que là, les contre-pouvoirs, je pense qu'on y croit plus trop. Là. Ça a été ça dès le début du Trump 2, comme vous l'appelez, le deuxième mandat. Il y a encore des gens qui se disaient, ben non, il y a des contre-pouvoirs, ça se peut pas. Bon, ils sont en train de se déliter. Oui. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais on n'est pas comme aux États-Unis ici. On n'est pas une république. On a une constitution. Les États-Unis aussi. Oui. Mais on a les partis politiques, le mode de scrutin est différent. Les problématiques, d'ailleurs, le mode de scrutin. Oui, vous en parlez d'ailleurs. Ouais. Mais comment vous avez pu établir... Je vais partir du voisin du Sud pour essayer d'alerter. Parce que dans le fond, votre essai, c'est de nous alerter. Complètement. Parce qu'on a l'impression que nous, on va passer à côté de ça. Puis moi, on s'est déjà parlé. Je pense que je suis sensible beaucoup à ça. Moi, je le vois que ça s'en vient ici. Ça fait longtemps que je le dis. C'est clair. Puis j'ai l'impression qu'on n'allume pas encore. On n'allume pas encore, puis on n'est pas... Le vrai danger, puis c'est trop souvent là, on parle du Québec, puis on parle du fédéral aussi. Est-ce que ça a un effet présentement? Absolument. C'est juste qu'ici, c'est plus doux. Ben, c'est plus doux, mais je pense que c'est parce que notre société va mieux que la société américaine. Sur plein de facteurs, ben, quand on regarde et qu'on compare l'état des démocraties dans les index mondiaux, le Canada et le Québec, on est encore au sommet de la pyramide et il faut s'en réjouir de ça. Mais c'est pas parce qu'en ce moment, ça va mieux que ce qui se passe de manière spectaculaire aux États-Unis qu'il faut s'asseoir sur nos lauriers puis qu'il faut se cacher la tête dans le sable par rapport à où s'en va la trajectoire, essentiellement. Puis... Voilà. Oui. Ben, c'est ça, la trajectoire, c'est-à-dire que est-ce qu'on va vers plus de démocratie, vers un renforcement de la démocratie ou vers un affaiblissement de la démocratie? Puis si on va vers un affaiblissement de la démocratie, à mon sens, c'est assez clair. Le diagnostic, pour moi, il est posé. Maintenant, il reste à agir, puis on assumera nos choix. Ben, ça peut aller très, très vite, le délitement des institutions démocratiques. On n'a qu'à voir ce qui se passe au sud de la frontière. Vous parlez du bluff des démocraties, qui est une formule, je pense, utilisée par... Andrew Coyne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bluff des démocraties libérales, c'est que toutes les personnes qui sont dans les chaises décisionnelles vont respecter la séparation des pouvoirs. Donc, la vieille séparation des pouvoirs là, qui serait... législatif et le judiciaire. Voilà. Bon, alors, l'exécutif, puis moi, j'essaie... Parce qu'on a tous été vraiment... En tout cas, moi... Je suis né en 79. Là. Donc, moi, j'ai grandi, j'ai fait mon éducation universitaire dans un monde post-chute du mur de Berlin. Donc, on a eu l'impression que, bon, ben voilà, maintenant, les démocraties, ça va être le modèle. C'est ce modèle-là. Ben, il fonctionne. Ça va se passer, puis ça va... On va toujours vivre dans ce monde-là pacifié, bon, évidemment, avec le néolibéralisme, etc. Mais il n'y avait pas la remise en cause de ce fonctionnement-là, puis du fait que c'est la population qui décidait de qui étaient nos dirigeants. La séparation des pouvoirs, quand on regarde Trump, en fait, en gros, puis il y a J.D. Vance qui l'a dit là, clairement en citant un vieux président, je pense que c'était Andrew Jackson. Oui, c'est leur modèle pas mal. Ça. Ben oui, et puis la tension avec le judiciaire, en disant, si la Cour suprême dit qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait, ben ils viendront faire exécuter leur jugement. Mais derrière cette phrase-là, c'est pas juste absurde et grossier, il y a le fait que le seul qui jouit du privilège de l'action, c'est l'exécutif, en fait. Par différentes prises, notamment les fameux pouvoirs d'urgence qu'on multiplie puis qu'on étire jusqu'à le vider complètement de son sens. Alors que le législatif et le judiciaire, ben, ils ont le pouvoir du papier essentiellement. Puis c'est l'exécutif qui souvent dirige le bras armé de l'État, décide que, vous êtes bien gentil, le législatif et le judiciaire, mais c'est des avis, c'est des simples avis, puis nous autres, on n'est pas d'accord, fait que vous pouvez retourner chez vous, puis on va aller de l'avant avec notre agenda autoritaire. Ben, la démocratie, elle peut complètement virer en autoritarisme. Et ça, on le comprend bien en lisant la première partie de votre essai, c'est que dans le fond, l'exécutif, puis ça, on peut avoir le même problème ici. Bien sûr. Il y a flotte de zone. Complètement. On va faire des affaires, puis vous faites essayer de nous arrêter. Essayez de nous arrêter, littéralement. C'est vraiment catch me if you can, là, mais... Et les structures du juridique et du législatif prennent plus de temps. Tout le temps. Que l'exécutif. Bien sûr. Puis c'est ça, l'état d'urgence. Pourquoi est-ce que toutes les démocraties permettent, sur un temps donné, avec certains critères à respecter, au gouvernement, donc aux exécutifs, de prendre temporairement les manettes de l'État? C'est parce qu'il faut être capable de permettre ça quand il y a une crise qui frappe. Le problème, c'est qu'après ça, on peut bien essayer de créer de toutes pièces des crises pour être capable, après ça, de mettre hors jeu le législatif. Puis avec une vision...
Bon, je me le suis fait reprocher dans une conférence par une collègue et elle avait bien raison de le dire. Moi, je parle de managérialisation de l'État un petit peu partout en Occident puis au Québec en particulier. Puis moi, ça sied très, très bien à François Legault depuis qu'il est entré au pouvoir. Tu sais, son côté Air Transat, là, en disant essentiellement, je suis le boss, je suis majoritaire. À terme, c'est moi qui décide pendant 4 ans. Puis les gens vont être d'accord avec moi, c'est lourd. C'est lourd, le tout à fait. processus. Puis on va aller plus vite que ça. Puis je suis gentil. Oui, je suis fin. Je suis un bon monsieur. Je suis un bon papa. Et fiez-vous sur moi. Alors, ça, c'est la porte d'entrée vers l'autoritarisme, en fait. Parce que dans les faits, si on met de côté la délibération, parce que fiez-vous sur moi, puis dans les faits, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me jugerez sur mon bilan, puis vous voterez contre moi dans 4 ans, bien là, on n'est plus en démocratie, en fait, essentiellement. Parce que l'imputabilité des dirigeants pendant 4 ans, bien, ça peut pas être simple. On peut pas avoir à attendre 4 ans plus tard. Mais en même temps, cette idée-là, c'est exactement la conception que se font les élites qui nous dirigent. En ce moment, tout à fait. Et les médias, la démocratie, c'est aux 4 ans, vous voterez, le reste du temps, on s'occupe de tout. Complètement. Et malheureusement, on parlait des élites médiatiques, mais je trouve que... Là, je veux pas qu'on sonne complotiste, là. Pas du tout. Mais ça reste que c'est ça. C'est une classe qui nous dirige, qui fréquente les mêmes écoles, qui est dans les mêmes clubs, c'est vraiment une élite. Je pense que c'est de bonne foi. Je pense que c'est des gens qui sont là, voilà. Ils disent, on a notre agenda, puis à la base, on demeure en démocratie tant qu'il y a la possibilité de nous battre 4 ans plus tard. Mais après ça, évidemment, on passe sous silence toutes les tensions entre majorité, minorité, le fait que les contre-pouvoirs, d'avoir la chance d'avoir des commissions parlementaires qui ne sont pas vidées de leur substance comme étant juste un exercice rhétorique, quand on n'est pas... englué dans son ego, en principe, c'est censé servir les décideurs. Parce qu'une bonne commission parlementaire, il y a des tâches aveugles. On a beau être de bonne foi quand on arrive avec un projet. Ben, d'avoir des experts qui viennent nous dire « Oui, mais vous n'avez pas pensé à ça. » Si on est soucieux du bien public, on devrait embrasser le concept des commissions parlementaires. Mais on le voit avec le projet de constitution. Écoutez, c'est ridicule. Mais pour vrai, on en a parlé. La dernière fois qu'on s'est vu, on a essentiellement parlé de ça. Oui, tout à fait. Et depuis, en fait, c'est tellement ridicule que ça intéresse plus grand monde, je pense. Ben, malheureusement. Je suis d'accord. En fait, ça intéresse pas les bonnes personnes. Ben, ça intéresse plus grand monde, mais il faut aussi garder en tête, on parlait d'inonder la zone. Le projet de constitution, il est venu avec une série de projets de loi qui étaient très problématiques parce qu'ils attaquaient de plein fouet les contre-pouvoirs. Et là, le problème, c'est que peut-être qu'on va, parce qu'on sait toujours pas là, s'ils vont passer ça sous bâillon ou pas, ce qui est quand même sidérant qu'on se demande encore s'il est possible que le gouvernement passe une constitution sous bâillon. François Legault est même plus là. Non. Et là, c'est Christine Fréchette qui a été qui a accédé au poste de première ministre par un vote du parti. J'ai essayé de... Oui, j'avais vu passer, ça n'a pas fonctionné. Non, mais la lettre est en haut de mon bol de toilette, bien encadrée. Mon éviction de la CAQ. Mais quand on regarde ça, c'est voyons, c'est donc bien... Quelle constitution qui a aucune légitimité. Là. Mais ça montre par mille à quel point il y a des failles dans le système. Parce que le simple fait que ce soit possible d'adopter une constitution québécoise partisane, sous bâillon, et qu'il n'y a rien qui le rende impossible et illégal ou interdit, c'est une des failles que je montre, en fait, en disant, là, il faut qu'on soit sérieux. Puis qu'on profite de notre situation enviable quand on se compare, on se console, puis qu'on les lève, les digues, pour être capable d'initier le contre-feu démocratique. Parce qu'à un certain moment, pour moi, puis j'y reviens beaucoup dans l'essai, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une démocratie peut être qualifiée de démocratie? Au-delà là, des jeux rhétoriques ou des exagérations potentielles, là, à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir dire que, OK, mais là, on n'est plus en démocratie? Puis pour moi, c'est vraiment l'imputabilité qui est au clair, qui est au cœur de ce... c'est mon étalon de caractérisation, en fait. Et donc, il y en a de moins en moins d'imputabilité. Puis quand on s'en prend aux juges avec la vieille rhétorique du gouvernement des juges, puis que ça revient à l'État de décider pour monsieur et madame tout le monde, puis les juges, c'est des non-élus, puis ils n'ont rien à dire dans ce qu'on va faire comme élus. Ça, je veux dire, c'est l'autoroute vers l'autoritarisme, littéralement. Et alors, on n'en est pas rendu là, mais c'est pas parce qu'on on n'est pas rendu là, mais on a, entre autres, les gens comme Mathieu Bock-Côté qui en parlent souvent dans leurs chroniques. Là, il y a même d'autres chroniqueurs, dont Michel David, qui commencent à trouver que la pensée de Bock-Côté prend beaucoup de place au sein du parti qui s'en vient au pouvoir. Et il n'y a personne qui questionne PSPP sur vos contre-pouvoirs là, dans un éventuel Québec souverain, si cela advient. On n'en discute même pas.
Ben, on n'en discute pas. Puis moi, ce qui me rend mal à l'aise, puis vous en parliez tout à l'heure, là, avec la manière qu'on a de traiter ce qui se passe au Québec dans l'écosystème médiatique, c'est que j'ai l'impression, on est en série de la Ligue nationale de hockey en ce moment, j'ai l'impression que les débats politiques sont commentés comme on commenterait un match de hockey, en fait. Et donc, à un certain moment, il faut que, puis c'est pour moi la job des journalistes, c'est-à-dire que c'est pas un biais politique que de défendre ce qui est nécessaire pour la démocratie. Non. Ça devrait être la prémisse de base, puis que donc des projets qui visent à affaiblir la démocratie devraient être dénoncés sans qu'on puisse attaquer le journaliste en disant « Ah là, vous présentez un biais politique ici. » c'est ça. Ou peu importe l'étiquette qu'on donnerait. Mais là, j'ai l'impression que tout ce qui est mis au jeu, c'est correct. En fait, c'est que les commentateurs décrivent les performances des politiciens. Absolument. En disant, mais là, il parle de stratégie et il y a un découplage entre le commentaire et le projet qui est en train d'être étudié puis l'enjeu de légitimité, en fait. On décrit, il s'est bien défendu, il avait l'air préparé. Complètement. Il a l'air solide. Oui, absolument. Bernard Drinville, là, quand il met ça sur le dos des immigrants là, dans son débat, là, il avait l'air sincère. Il avait l'air sincère, vrai. Puis je pense que ça va avoir bien passé pour l'électorat moyen. Et on l'a vu avec Pierre Poilievre. Oui, bien quand sûr. il est allé à Joe Rogan. Une normalisation, puis là, on commande comment il s'en est tiré par rapport à ce podcast. Il avait l'air de chef d'État. Jamais qu'on parle d'idéologie. Oui, puis le fait qu'il a enlevé ses lunettes aussi, qu'est-ce que ça a fait sur son image? C'est important. Vous ramenez la réforme du mode de scrutin dans votre essai. On n'en entend plus beaucoup parler. Moi, je n'avais parlé à la saison 1. J'avais même invité M. Charbonneau, Jean-Pierre Charbonneau. Que je cite d'ailleurs dans l'essai avec son mouvement. Puis, ça, j'ai l'impression que ça aussi, là, c'est plus du tout dans la conversation démocratique. Mais il y a une raison pour laquelle ce n'est plus du tout. C'est parce qu'on s'est fait... Il y a une déception tellement cruelle. Deux fois. Ben, à peu près en même temps. Trudeau et Legault. Mais à peu près dans le même calendrier. Oui, tout à fait. Puis j'y reviens. C'est-à-dire que moi, le cynisme fait en sorte que... Puis c'est très drôle que vous rameniez ça parce qu'il y a eu deux versions. Ma version initiale de cette portion-là où je parle du mode de scrutin comme étant une solution qu'on devrait réenvisager, je l'avais tournée très différemment. Je l'avais tournée en disant, mais de toute façon, c'est pas... on va pas y arriver. Le passé est trop décevant. Fait que je pense qu'on devrait pas mettre nos billes là-dedans. Puis j'ai réécrit en disant, non, ça marche pas, là, ça. Il faut au contraire qu'on insiste sur la réforme du mode de scrutin. Oui. Parce que les disparités électorales de la nature de celle de 2022, où la CAQ va avoir 40% ou à peu près du vote exprimé pour 73% des voix à l'Assemblée nationale, ça peut pas tenir. Ça, les gens, je pense, ils en sont conscients. Oui, tout à fait. Tout parti confondu. Bien sûr. Mais les politiciens n'ont aucun avantage, puisque, on le sait, c'est une promesse qu'ils font quand ils sont en campagne. Quand ils arrivent au pouvoir, là, finalement, les gens se battent pas comme ça dans les autobus. Ben voilà. Pour ça, les autobus. Et j'y reviens, c'est dans ma conclusion. Il faut trouver... François Legault qui avait dit ça. Exactement. Donc là, François Legault, la manière qu'il a de justifier l'abandon de sa promesse électorale puis de réformer le mode de scrutin, c'est justement de dire ça. Je pense que les gens ne se battent pas dans les autobus pour la réforme du mode de scrutin, puis ça intéresse juste Fred Savard ou quelques intellectuels. Et donc, moi, je suis le bon papa et je m'intéresse aux vraies affaires. Les gens veulent qu'on parle d'économie, du panier d'épicerie. Mais Justin Trudeau, c'était pire, je pense, encore. Il avait dit dans une entrevue au Devoir un truc comme « Ah oui, mais il faut que je fasse attention de ne pas limiter. Les Canadiens et les Canadiennes, ils voulaient la réforme du mode de scrutin quand c'était Harper. Mais maintenant que c'est nous, ils n'en veulent plus. Il n'y en a plus besoin. Parce que je suis gentil. Parce qu'on est en 2014. Mais il y a des mauvaises langues qui vont dire mais Israël... Oui, absolument. Non, mais c'est pas magique, la réforme du mode de scrutin. Mais ça va... Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Il y a une manipulation aussi. Pour ne pas se soustraire au judiciaire, entre autres, parce que Netanyahou est dans l'eau chaude et tout à fait. Ce génocide l'arrange très bien. En tout cas, Mais mes propositions, et c'est vraiment important de le souligner, elles doivent être prises comme un tout. C'est parce que sinon, comme les droits et libertés, si on en prend juste un puis on oublie les autres, on peut revirer ça comme un gant. Vous abordez aussi cette idée de majorité qualifiée. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Majorité qualifiée transpartisane. Parce qu'une juste qualifiée, avec la dysfonction, là, en ce moment, là, la CAQ est capable de respecter les 2 tiers à l'Assemblée nationale, juste avec un seul parti. Et sur des grandes institutions, comme par exemple la Commission des droits de la personne, ou encore le fait de basculer en état d'urgence, puis d'être capable de revenir à l'état normal après l'écoulement d'un certain temps. La COVID, ça a montré l'affaire. Voilà, et on n'en parle pas. C'est vrai.
On aurait pu réformer la loi sur la santé publique et l'article 119 qui permet au gouvernement de déterminer seul, de sa propre discrétion, jusqu'à quand on va rester en état d'urgence, en fait. Ouais. Alors qu'il y avait des propositions sur la table, puis on a complètement laissé ça de côté. Pourquoi? Parce que moins de contre-pouvoir, ça arrange toujours celles et ceux qui sont au pouvoir. Bien sûr. Fiez-vous sur moi, je suis de bonne foi. Un peu comme le ministre de la Justice avait fait là, une sortie absolument invraisemblable à ma collègue de la faculté de droit de l'Université de Montréal, Noura Karazivan, qui lui demandait, en gros, il y a des problèmes de légitimité. Fait que le fait que la Constitution du Canada ait été adoptée de manière illégitime au Québec, est-ce que vous vous intéressez aux bonnes pratiques ou aux mauvaises pratiques en matière constitutionnelle? Je paraphrase. Puis là, il était parti sur le fait qu'il était attaqué personnellement. Mais ils sont fragiles. Ben oui, mais en tout cas, c'est très problématique. Ils sont facilement attaqués. Oui, mais d'autre part, on n'en a rien à faire que vous soyez de bonne foi ou pas si vous vous attaquez aux contre-pouvoirs qui vont vous survivre essentiellement. Ouais. Le gouvernement des juges, cette idée-là qui percole toujours, moi, elle m'inquiète énormément. Très dangereux. Parce que... Puis là, on peut critiquer le mode de nomination. Bien sûr. On peut le parfaire, on peut le changer. Sûr. Puis je propose des choses. Oui, tout à fait. Mais ce qui est très inquiétant dans ce discours-là, qui est omniprésent chez les chroniqueurs de Québécois... Et pas que, plus largement. Pas que, mais... C'est que, en fait, c'est l'idée même des contre-pouvoirs. Oui, ben oui. Qui est amoindrie, qui est ridiculisée. Oui. Puis ça devrait tellement vous alerter. Ben, Giorgio Agamben en parle depuis 2001 là, avec Homo Sacer, là, c'est un philosophe italien. Okay. Et à la base, lui, il parle de... C'est l'état d'exception, son ouvrage, puis c'est depuis, justement, les attentats du 11 septembre. J'en parlais tantôt, les pouvoirs d'urgence, c'est des trucs qui devraient être utilisés de manière exceptionnelle quand il y a une vraie crise qui menace l'entièreté de la population. Puis une crise, par définition, au début, on peut être déstabilisé, puis c'est pour ça qu'il faut aller plus vite, mais à un moment donné, si la crise se pérennise comme la COVID-19, on n'est plus au même moment quand le COVID, on le connaît pas, puis quand le COVID, on le connaît, en fait. Puis le problème de l'état d'urgence, puis c'est pour ça que je fais beaucoup de parallèle avec Star Wars 1, 2, 3, parce que c'est quand même un exemple facile à utiliser sur le fait qu'il y a une république démocratique qui bascule dans un autoritarisme evil, etc., etc. Mais donc, dans ce contexte-là... Parenthèse. C'est une bonne métaphore parce que, malheureusement, puis c'est un problème aussi, c'est que la démocratie, comme les Star Wars aujourd'hui, il n'y a plus tellement grand monde qui s'y intéresse. Absolument. Parce qu'ils sont devenus redondants. C'est bien tourné quand même. Puis là, il y a surtout le Mandalorien Grogu là, qui est un film absolument inintéressant qui s'en vient. Puis on va pas aller le voir. Bon, voilà. Mais c'est surtout qu'on prend la démocratie pour acquis. Oui, vraiment. J'ai l'impression que... Vraiment. Donc, peu importe ce qu'on fait, ce que vous disiez tout à l'heure sur Trump, les institutions vont survivre à Trump. Et donc, Trump, il va partir un jour, puis ça va redevenir, le soleil va se relever, etc. Après, la tempête vient le beau temps. Mais dans les faits, s'ils scrapent les institutions une fois pour toutes, ben après ça, il y en a plein d'autres autour, puis il y en a d'autres qui vont lui succéder. Fait, le gouvernement des juges, pour y revenir, c'est le tiers indépendant. S'il n'y a pas d'effectivité, qu'il n'y a pas le judiciaire qui est capable d'empêcher un exécutif ou encore un législateur d'abuser des pouvoirs qui sont limités par la Constitution, ben la Constitution, elle vaut le papier sur lequel on l'a inscrit. Puis ça, c'est pas que les droits et libertés de la personne, c'est pas que l'interdiction de la discrimination, c'est le droit de vote, c'est les garanties judiciaires, c'est l'habeas corpus qui est remis en cause en ce moment aux États-Unis par Stephen Miller, J.D. Vance, l'autre, le ministre à la guerre, puis il texte avec ses tatous. Je veux dire, ça a l'air d'un mauvais film. J'ai plein de tatous, mais lui, les miens sont très sympathiques. Ils sont moins néo-nazis que ceux de... Légèrement. Surtout, c'est les lettres. Mais là, il y a un M sur votre bicep. Oui. Ça peut très bien être Mussolini. Je sais pas. Ou McDonald's. Mais à la base, je révèle que c'est les premières lettres des prénoms de mes enfants. Voilà. Ah! J'ai pas été original. Quand même. Ça me prenait quelque chose que j'allais pas regretter de m'inscrire dans la peau. Je vais être obligé de photographier pour montrer. C'est ça. Pour savoir si je suis en train de mentir. Pour ce qu'on en sait, j'ai peut-être fait un triathlon. C'est simplement le truc qu'on a mis pour pas que ça parte à l'eau. Mais non, c'est des vrais tatouages. Okay. Mais donc, dans ce contexte-là, le contre-pouvoir et le gouvernement des juges,
juste pour respecter un agenda politique à courte vue, parce que derrière l'agenda nationaliste québécois, la critique du gouvernement des juges nommés par le fédéral, comme n'importe quel sophisme, c'est un ferment de véridique. Tout à fait. Il y a un problème avec l'opacité du mode de nomination des juges, puis on pourrait tout à fait le parfaire. Mais entre ça, puis jeter le bébé avec l'eau du bain, puis les conséquences que ça aurait pour un futur Québec indépendant où ce serait juste à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben voilà, c'est Quelles quoi votre solution? Les contre-pouvoirs du peuple québécois? Et il y en avait plein de possibilités, en fait, de faire une proposition en disant, puis moi j'en parle depuis des années, mais entre parler des problèmes de légitimité de la Charte canadienne au Québec parce qu'elle a été imposée sans le consentement du Québec, très bien, oui, discutons d'un mode alternatif. Mais entre ça, puis scraper la Charte québécoise au complet, qui, elle n'en a pas de problème de légitimité. Elle a été adoptée à l'unanimité en 1975. Ça a pris beaucoup de temps. C'est plusieurs années de délibération. Bien sûr. Entre le texte de Jacques-Yvan Morin en 1963 puis l'adoption de la Charte québécoise en 1975, ça a pris des années avant qu'on s'entende sur le contenu de ce texte-là. Vous citez la France, qui est un exemple intéressant, effectivement, parce qu'eux ont comme créé une institution un peu indépendante pour observer, analyser la Constitution et l'inscrire dans le temps. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, là, mais en faire une certaine mise à jour. Ben, écoutez, il y a le Conseil constitutionnel, c'est ça que vous faites référence. Et là, entendons-nous bien, mais je le précise d'emblée, le clé de lecture, le Conseil constitutionnel français, là, il est plombé de plein de problèmes. Il ne faut vraiment pas qu'on le prenne puis qu'on l'importe au Québec. Non, mais l'idée même est vraiment intéressante, notamment sur le fait que, parce que j'en parle aussi là, dans la critique qui, moi, me fait perdre mes cheveux, c'est de dire que le gouvernement, à cause des maudits droits et libertés ou des maudites chartes, comme le titre donne mes essais, il peut plus rien faire. Exactement. Il est rose, celui-là. Mais à la base, le gouvernement, il pourrait plus rien faire. Il pourrait plus passer des lois pour des projets collectifs parce que les droits individuels l'empêchent d'agir. La tyrannie des minorités. La tyrannie des minorités, ce piège à con. Et dans ce contexte-là, on n'aurait pas d'autre choix que de suspendre l'application de ces mauvais droits et libertés de la personne-là. Ça ne tient pas la route dans le régime actuel qui a cours au Québec et au Canada de contrôle de la constitutionnalité des lois. Parce qu'on le voit avec la loi sur la laïcité de l'État. Puis ça, c'est le principe, c'est la règle générale, sauf de rares exceptions. Quand on conteste la constitutionnalité d'une loi, le temps que dure la contestation, la loi va continuer à produire des effets. C'est pour ça que la loi sur la laïcité, malgré que ça fait 10 ans qu'on en conteste la constitutionnalité, elle continue à s'appliquer au Québec. Alors, dans ce contexte-là, d'avoir... Est-ce que ça permet justement de prouver ou non les bien-fondés de la contestation puisqu'elle est effective? À la base, c'est pour être capable de donner une marge... Le principe, c'est de donner une marge de manœuvre au législateur, en fait. Le législateur, comme il agit, c'est les élus, en fait. Alors, il propose des choses, puis dans le dialogue avec le judiciaire, on va donner le doute raisonnable au législateur, même s'il y a des chances qu'au bout du processus judiciaire, ce ne soit pas constitutionnel. Mais ça vient quand même... Mais il y a une marge, il peut faire des choses. Il peut faire plein de choses pendant longtemps. Effective. Exactement. Puis là, sur les lois en matière de relations de travail, c'est la même chose. Toutes les lois qui s'attaquent aux syndicats au pluriel, qui ont été déposées récemment par la CAQ, projet de loi 89, projet de loi 3. Par le ministre Boulet qui est sous observation encore pour un choc nerveux violent là, avec la marionnette. Oui, non, c'est ça. Avec Thoughts and Prayer, comme on dit. Avec le... Oui, c'est ça. Je ne sais pas où ça en est. En tout cas, on pourrait en reparler longtemps juste de ça. Mais cette loi-là, elle produit des effets. Oui, voilà. Elle va être contestée, mais pendant ce temps-là, c'est quand même le nouveau cadre normatif avec lequel les prochaines négociations vont devoir se faire. Puis il va y avoir des exercices de ces pouvoirs-là d'interrompre des grèves, etc., etc. Le professeur Michel Lacroix, qui est impliqué dans le syndicat de l'université à l'UQAM, qui rappelle souvent que les attaques contre les syndicats, avec toutes les critiques qu'on peut avoir aux syndicats, mais les attaques des politiques envers les syndicats sont révélatrices parce que un syndicat, c'est une démocratie en soi, dans son fonctionnement. Bien sûr. Puis on devrait s'en inspirer parce qu'on va tous y perdre. Tout est rapport de force, de toute façon. Et là, le projet de loi 89, la CAQ s'attaque, on va résumer rapidement, là, mais la CAQ vient de donner le pouvoir au ministre du Travail d'interrompre des grèves sur des critères super flous. Alors,
qu'avant prenait une loi spéciale pour casser une grève, maintenant, le ministre peut le faire simplement en utilisant ses nouveaux pouvoirs qui sont pérennes dans une loi. Fou. Première chose. Deuxième chose, projet de loi 3. À la base, on s'attaque à la capacité des syndicats à participer au débat public au bénéfice de ses membres, évidemment, parce que si les institutions font en sorte que les gens ont du mal à manger, ben c'est au cœur de la mission des syndicats. De les aider à manger. Bien sûr. Alors, d'essayer de limiter ce que peuvent faire les syndicats juste à une convention collective, avant que ça entre dans une convention collective des revendications syndicales, ben c'est à l'extérieur et donc c'est dans la sphère politique. Fait que c'est vraiment à courte vue. Et en plus, pour essayer de faire passer ça dans l'espace public, la CAQ est excellente là-dedans et vont instrumentaliser des principes largement consensuels, c'est-à-dire la transparence, l'efficacité, la laïcité de l'État. Puis ils vont faire entrer à l'intérieur, en fine print, des trucs qui vont soit s'en prendre, attaquer et désavantager les groupes minoritaires, soit scraper des contre-pouvoirs pour permettre justement à un gouvernement majoritaire d'aller plus vite, un peu comme on le ferait si on était à la tête d'Air Transat. C'est vraiment préoccupant. Bon, votre essai est dense, là. Non, on ne pourra pas tout. Je veux que les gens le lisent aussi. Vous parlez des réseaux sociaux. C'est intéressant parce qu'il y a cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les GAFAM? Et vous plaidez pour qu'on reconnaisse les réseaux sociaux comme des espaces publics qui devraient s'appliquer à des lois publiques. Est-ce qu'on a des exemples de législation dans le monde qui essaie d'avoir un mordant par rapport à cette idée-là? Bien, c'est intéressant parce que malgré le fait que le gouvernement de la CAQ traite la Charte québécoise comme étant un caillou dans la chaussure puis une simple loi qu'on peut modifier à loisir, c'est un fleuron pour moi, la Charte québécoise, parce que c'est une forme d'ovni en matière de protection des droits et libertés de la personne. Historiquement et dans l'état actuel du cadre normatif international et dans la plupart des États, les droits et libertés, on peut les invoquer à l'encontre de l'État, mais pas à l'encontre d'acteurs privés. Or, la Charte québécoise, on peut l'invoquer à l'encontre de l'État et à l'encontre d'acteurs privés. Fait qu'on peut invoquer sa liberté d'expression contre son employeur, par exemple. On peut l'invoquer contre Renaud Bré quand on décide de s'en prendre aux travailleurs syndiqués, par exemple. Donc ça, c'est une particularité de la Charte québécoise. À cause du partage des compétences, elle est très difficile à mobiliser contre les GAFAM parce que ça relève largement de la compétence du législateur fédéral, la Charte québécoise. Bon. Mais à partir du moment où, et je reviens vraiment là-dessus, en disant, là, on parle de... Puis c'est important dans mon essai là, de partir des diagnostics qui ont été faits par plusieurs auteurs, notamment Jonathan Durand-Folco, Salomé Saké, Giuliano d'Ampoli, en disant on est face à un moment autoritaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir si on est sérieux dans notre désir de protéger puis de renforcer les démocraties? Puis les GAFAM, le diagnostic est posé. C'est un danger pour les démocraties. Alors, on ne va pas être capable de les réformer, à moins de les contraindre à respecter des prémices de base pour assurer que la démocratie demeure la démocratie. Et une des prémices de mon raisonnement, c'est de dire, écoutez, c'est le nouveau forum public permettant justement de délibérer collectivement à l'exception des élections formelles. On l'a vraiment sous-traité à ces grandes entreprises-là, à but lucratif. Et ces grandes entreprises-là, ils font de l'argent avec nos données pour nous vendre des patentes. Mais à un certain moment, il faut reconnaître que s'ils veulent jouer dans ce marché-là, ben, il y a des règles à respecter. Puis les règles à respecter, c'est la même chose que ce que doit respecter l'État quand ils prennent des décisions qui nous concernent toutes et tous. C'est notamment l'accès à l'information et la transparence. Et ce faisant, je pense qu'il faut que tous les États, on est mal partis parce que le multilatéralisme est en crise, mais commençons par le Canada. Mais il y a un ferment qui serait possible d'imposer. Puis si les GAFAM ne veulent pas, ben, je pense qu'il y a eu des cas, là, notamment au Brésil. Mais sortez les réseaux sociaux. En Europe aussi, il y a des projets de loi, mais bon, il y a toutes des tractations aussi parce que ces compagnies ont énormément de pouvoir. Ont des lobbyistes. Et là-dessus, il y a Pierre Trudel qui travaille depuis des années à dire le droit est largement en retard par rapport à ce que sont en train de faire à nos démocraties, ces nouvelles structures-là, possédées par des multinationales qui dépassent largement la sphère d'influence des États. Ils sont plus puissants que plusieurs États. Bon, mais là, il faut un moment Napster, puis il faut prendre le taureau par les cornes. C'est une belle formule. Effectivement, un moment Napster. D'accord. On va terminer avec la liberté de presse, liberté académique, parce que vous dites que c'est extrêmement important de les préserver. La liberté académique, je pense qu'il y a un certain consensus, bien que... non, mais sur le principe, dans la population,
Non, en fait, non. Non. Pas tant. Parce que moi, puis encore une fois, c'est ça qui est drôle. C'est parce que je sors d'un congrès de l'ACFAS, alors je suis entouré de gens qui étaient un peu d'accord avec le On principe. est d'accord, oui. Mais là, effectivement, là... À l'extérieur, tu sais, puis il faut se rappeler que moi, j'étais très inquiet de la manière avec laquelle François Legault a lancé le débat sur la liberté académique, puis a mis sur pied la commission Cloutier. Parce que ce qui l'intéressait, c'était le mot en haine, puis l'affaire lieutenant Duval. Ça allait beaucoup trop loin, puis... Ça va pas se passer comme ça au Québec. Bon. Ouais. Et moi, salutations à Alexandre Cloutier et à tous les membres de la commission. Ils ont évité ce piège-là, puis ils ont vraiment rendu un rapport avec des recommandations d'envergure, puis qui étaient cohérentes avec les deux loquets de la liberté académique, à la fois autonomie institutionnelle par rapport au gouvernement, il y a notamment celles et ceux qui veulent financer l'université puis en tirer un profit, ou en tout cas, voilà, et la liberté individuelle. C'est-à-dire exactement, à l'intérieur de l'université, ben, il faut laisser les collègues, les professeurs, puis même les étudiants-chercheurs travailler sur ce qui les intéresse puis ce qui leur semble pertinent du jour de leur expertise, parce que c'est comme ça que ça va bénéficier à l'ensemble de la population. Bon. Moi, je dirais que sur la liberté académique, le volet autonomie institutionnelle, il n'est pas très, très bien compris, notamment par certains élus. Moi, j'ai été très inquiet d'entendre plusieurs membres du Parti québécois, notamment PSPP, parler de ce qu'ils feraient aux universités. On va faire du ménage, puis on va regarder. Ça, c'est, effectivement, très inquiétant. Extrêmement inquiétant. Bon, puis après ça, la ministre Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'avait pas l'air de connaître la loi que son gouvernement avait adoptée. Là. Non, puis elle faisait de la microgestion, de je veux voir ce qui est distribué dans les programmes de sciences politiques au cégep, comment ils parlent d'Israël. Ça, c'était Et ça montre bien qu'ils ne comprennent pas le volet autonomie institutionnelle. Puis la liberté académique, c'est comme la liberté d'expression. Là, je veux dire, il n'y a pas juste sa composante individuelle pour qu'on la comprenne bien. Bon. La liberté de la presse, c'est la même chose, sauf que là, c'est le volet individuel qui est pour moi pas bien protégé. C'est-à-dire que la liberté de la presse, c'est compris, conçu largement comme permettant aux propriétaires de grands médias d'avoir ce bouclier-là puis d'empêcher l'État de venir leur dire quoi faire, quoi publier. Mais à l'intérieur de ces entreprises de presse-là, puis moi, je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse vraiment, surtout avec la réforme Bolloré, Bezos aux États-Unis, on peut parler de PKP avec Québécois, c'est que les propriétaires, il n'y a pas de protection individuelle robuste. Et donc, les journalistes sont soumis à une forme d'obligation de loyauté par rapport à ceux qui possèdent le journal pour lequel ils travaillent. En fait, c'est des employés d'une entreprise. Et ça ne marche pas partout. Non. Pour moi, encore une fois, la même prémisse que celle que je mets de l'avant pour les GAFAM, en disant, si une personne décide de s'acheter un journal, ou de s'acheter une station de télévision, ben elle doit respecter un cadre, puis le cœur du cadre, c'est pas sa capacité à faire de l'argent, c'est le droit du public d'avoir accès à l'information. Et ce faisant, le droit ne devrait pas permettre à un propriétaire d'entreprise de presse de sanctionner ou de congédier un journaliste parce qu'il décide de publier une nouvelle qui ne fait pas son affaire. Et en ce moment, là, la protection, elle n'est pas du tout, elle ne va pas du tout dans ce sens-là. Mais des cas de censure de patrons envers des journalistes... Mais on n'en entend pas parler. Non, parce que... On ne mord pas la main qui nous nourrit. Exactement. Et il est permis, dans l'état actuel des choses, de sanctionner, de remercier un chroniqueur qui ne respecterait pas le cadre à l'intérieur duquel on lui permet de publier ou pas. Puis on prend pour argent comptant les choix éditoriaux, en fait, en disant, cette nouvelle-là, non, le patron peut pas. Puis là, on voit les dysfonctionnements fois 1000, encore une fois. Puis ça, c'est l'avantage qu'on a de regarder la tragédie tragico-comique, mais tellement inquiétante qui se passe aux États-Unis en ce moment. En fait, on a les deux. On a aux États-Unis et on a outre-Atlantique en France, avec Bolloré, puis tout ça, où on achète à peu près tous les médias, puis on pousse un agenda illibéral pour être poli. C'est ça. Et donc, dans ce contexte-là, encore une fois, on voit ce qui peut nous arriver si on continue sur ce sentier-là. Donc, c'est le moment de lever les digues, en fait. Puis c'est pour ça que je fais une proposition en disant on devrait interdire aux propriétaires de médias d'information, télévisuels, radiophoniques, quoi que ce soit, de limiter les choix journalistiques qui sont faits par celles et ceux qui travaillent pour eux. Comment on pourrait la matérialiser? C'est parce qu'ils vont dire, écoutez, là, c'est une entreprise. Moi, je pense qu'il faut... Le cadre, il change. C'est tout, c'est un changement de paradigme, en fait. Puis pour moi, pour être capable de justifier le changement de paradigme, c'est consubstantiel à la démocratie que le droit d'accès à l'information. Parce que là, ça revient à Hannah Arendt, en fait. Oui, mais je dis, les grands propriétaires, les PKP de ce monde vont dire, hey, moi, c'est ma business. Oui, tout à fait. Mais ta business, c'est la business. Non, mais... appelle plus ça un journal, appelle ça un magazine à la limite. Mais si tu achètes un journal et si tu as une salle de nouvelles, il faut que tu respectes un cadre pour protéger le droit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va dire, mais là, c'est parce que si on fait ça, ça m'enlève des possibilités de rejoindre un intérêt précis. Mon modèle d'affaires
va être menacé. Ouais. C'est déjà on le sait, PKP se plaint beaucoup Bien de... sûr. Bon. Fait que j'ai l'impression que... Mais sauf que ça, c'est une En spirale. fait, il faudrait sortir l'information d'une Ouais. logique marchande. Ben, c'est-à-dire que C'est peut-être plus ambitieux, là. non, mais la liberté de la presse, là, elle fonctionnait bien avec juste le bouclier institutionnel dans un contexte où il y avait une multiplicité de médias. Ouais. En fait. Bon. Ouais. Puis dans un environnement qui était moins, on n'était pas en concurrence avec les influenceurs, les vlogueurs là, qui pullulent sur les réseaux sociaux. Ouais. À partir du moment où on admet que... Vlogueur, vous trahissez votre âge. Oui, quand même. Ah oui, vlog. Hein, ça- À part vous puis Dominique Carpin. Vous êtes les deux seuls. Ah, c'est ça, oui, c'était son le émission terme d'ailleurs. Bon, très bien. Alors, blogueur ou podcasteur. Ouais. Oui, ben, j'ai commencé à blanchir. Et donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il faut être capable de, et je vais citer Pierre Trudel, de faire adapter le cadre juridique Ouais. à la nouvelle réalité. Ouais, Puis on ne ouais. va pas revenir en arrière de la révolution du Web 2.0. Ouais. On peut pas remettre la pâte à dents dans le tube. Fait qu'on va pas revenir Non, à un non. monde où les nouvelles, c'était dans les journaux papier. Ouais, Bon. ouais. Mais maintenant, il faut que le cadre soit à la hauteur de Ouais. ça. Puis si tout le monde peut se présenter comme un journaliste ou comme quelqu'un qui est crédible, fiable, etc., Ouais. ben, il faut absolument s'assurer d'avoir un cadre qui va assurer l'intégrité de certaines institutions qui pourront valablement, comme le Vôtre Charlevoix, Ouais. s'estimer, se présenter comme médias d'information, Ouais. en fait. Et pour ça, ben, il faut que le cadre soit à la hauteur de la mission de ces médias d'information-là. C'est Hey, le droit d'accès à l'information qui doit être protégé. Je termine avec une observation d'un néophyte du monde constitutionnel et en fait d'un quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. On a parlé au début de l'entrevue que dans votre livre, vous déterminez rapidement que la vitesse d'exécution de l'exécutif, ça c'est vraiment... Il faut l'arnacher, là. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de changer la temporalité du judiciaire? Ben, on revient à la proposition de Conseil constitutionnel, notamment sur la protection des droits et libertés, parce qu'on le voit au sud de la frontière. Comme le judiciaire prend du temps, Ouais. ça donne une marge de manœuvre à l'exécutif de tout scraper, puis après ça, même si le judiciaire dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça, ben, une fois que tu as scrappé les institutions, tu as gagné. Parce que, Est-ce qu'on pourrait accélérer ben, je pense que ça le implique... judiciaire? Oui, ça implique d'avoir une institution qui permettrait d'évaluer les actions avant que les actions produisent des effets. Ouais, ouais. C'est ça que le Conseil Ouais. constitutionnel fait en France Ouais, sur la ouais, Constitution. C'est-à-dire que l'exécutif ou le législatif arrive avec une proposition et là, il y a une institution qui peut être saisie par une minorité de Ouais. députés en disant « Hey, c'est-tu constitutionnel ça ou pas? » Donc ça viendrait, j'imagine, accélérer les décisions pour permettre à la population d'éviter de devoir vivre pendant 10 ans avec les effets d'une loi inconstitutionnelle, par exemple. Ouais. Il y a ça. Sinon, l'autre chose que je propose, c'est d'accélérer les procédures de renvoi. Donc, de permettre à une minorité de députés à l'Assemblée nationale, par exemple, je dis n'importe quoi, 10%, de dire, écoutez, la loi là, qui est proposée, on pense qu'elle est inconstitutionnelle et donc on force de saisir la Cour d'appel du Québec d'une question pour qu'on puisse trancher tout de suite là, sur la constitutionnalité. Ça accélérerait vraiment le processus. Louis-Philippe Lampron, merci. Passionnant. Je suis content de vous avoir rencontré dans votre élément, à votre bureau. Grand plaisir. Donc, on lit « La démocratie ne se défendra pas toute seule ». C'est publié chez Éco-Société. Toujours disponible comme les maudits charts. Comme Maudit Chart, toujours Voilà. disponible. dans le Hey, merci vraiment. Grand plaisir. Grand plaisir. Guillaume Tremblay-Boily. Bonjour. Bon, hey, merci d'être là. On poursuit notre belle collaboration avec l'IRIS. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, je suis chercheur à l'IRIS. J'ai travaillé principalement sur le revenu viable. J'ai fait une étude sur l'accès à la santé aux services sociaux. J'ai fait une étude aussi sur le gaspillage alimentaire à Montréal. Ouais. Donc, chercheur à temps plein. Oui, Ok. chercheur permanent. Sinon, avant, j'avais fait un doctorat en sociologie à Concordia. OK. Et là, on va parler d'un sujet chaud qui, en même temps, est présent dans les médias, mais je ne suis pas certain que la réflexion se fait de la bonne façon. C'est la militarisation de l'économie. Est-ce qu'on peut le présenter comme ça, de l'économie canadienne et québécoise? Oui, tout à fait. On peut dire qu'on est dans une période de militarisation de l'économie. Le gouvernement Carney a annoncé il n'y a pas si longtemps sa stratégie industrielle de défense qui vise à augmenter les capacités militaires du Canada. On parle de centaines de milliards de dollars d'investissement. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. À côté des investissements, des dépenses militaires qui sont prévues par Carney, celle de Harper, qui avait fait jaser à l'époque, c'est de la petite bière. Ah ouais, hein, c'est fou, vraiment ça. rien. Là, on parle d'une ampleur sans précédent. Parce qu'il va y avoir évidemment des sacrifices. Oui.
C'est la première inquiétude qui est soulevée par la hausse des dépenses militaires. L'impact le plus immédiat, ça va être les coupes dans le filet social. Et il l'annonce déjà. Oui, puis il le cache pas du tout. Là. Le ministre Champagne l'a annoncé avant le budget, pendant le budget. Ouais. On a forcé la quasi-totalité des ministères à s'imposer des réductions de dépenses de 15% sur 3 ans, dans le but de financer les dépenses militaires. Est-ce que vous avez l'impression que le 15% va pas suffire et que, dans le fond, c'est qu'on demande un premier exercice à tout le monde pour, après ça, peut-être exiger ou même imposer d'autres coupures? Parce que là, on parle de quoi? On parle de centaines. C'est combien le chiffre d'investissement qui est annoncé? Bien, en fait, ce qui est, pour l'instant, il y a, dans le budget 2025-2026, il y a 45 milliards de dollars qui vont au ministère de la Défense nationale. Puis, d'argent neuf? Non, ça c'est le budget du ministère de la Défense. L'argent neuf qui a été ajouté dans le budget Carney, donc qui le distingue de l'année précédente, de la gouvernance de Trudeau, c'est autour de 9 milliards. Ça, c'était le montant pour atteindre le fameux 2% du PIB qui est exigé par l'OTAN, et pour lequel Trump fait de la pression depuis des années. Donc, en fait, c'est une concession à Trump. Là, ce qu'on vise officiellement, c'est d'atteindre la nouvelle cible de l'OTAN qui est 5% du PIB. Donc, en ce moment, on est à 2%. Donc, atteindre 5%, ça voudrait dire passer à environ 160 milliards de dollars de dépenses militaires d'ici 2035. Donc, ça correspond grosso modo au fait de tripler le budget de la défense. Puis, vous le soulignez, puis c'est important de le rappeler, il y a une imposture là-dedans parce que Mark Carney avait été élu principalement avec sa campagne Elbow Up de tenir tête à Trump. Et vous soulignez que depuis, à part des petits combats peut-être très, très, très précis sur certaines choses, sur des répliques à des guerres commerciales, c'est une accumulation de concessions envers les demandes du gouvernement américain. Ça va être vraiment les compagnies américaines qui vont en profiter. Oui, tout à fait. J'ai voulu démonter ce mythe-là parce qu'en fait, dans sa stratégie industrielle de défense, Carney prétend vouloir renforcer la souveraineté canadienne et diminuer la dépendance envers les États-Unis. Dans les faits, c'est ni réellement possible ni souhaitable de faire ça. En ce moment, il y a environ 70 à 75% des achats militaires faits par le Canada qui sont faits aux États-Unis. Donc, en ce moment, on achète de l'équipement militaire aux États. Ça, c'est un fait. En pleine guerre commerciale. Ben ça, c'est depuis des années. Que les chaînes sont intégrées. Puis, donc, le gouvernement veut réduire cette dépendance-là en augmentant les capacités militaires au Canada, donc les capacités industrielles militaires. Mais ce qui se passe, c'est quand on regarde concrètement sur le terrain à qui on va donner les contrats, mais dans les faits, c'est des filiales d'entreprises américaines qui sont basées au Canada. Là, donc, on dit que c'est de l'achat canadien, mais en réalité, les profits vont aller aux États-Unis. General Dynamics, c'est une des plus grosses entreprises militaires au monde. C'est une entreprise américaine. L3 Harris, c'est une entreprise américaine qui travaille en collaboration étroite avec Lockheed Martin, qui est, si je ne me trompe pas, la plus grosse entreprise militaire au monde, ou du moins définitivement dans le top 5. Même chose pour les autres. Héroux DevTech était une entreprise québécoise. Elle a été rachetée par une filiale... un fonds d'investissement, Platinum Equity? Exact, un fonds d'investissement américain. Et c'est que les processus de production eux-mêmes sont intégrés. Donc, Héroux DevTech fabrique des trains d'atterrissage. Et ensuite, les trains d'atterrissage sont intégrés aux F-35. Les F-35 sont fabriqués aux États-Unis. Les F-35 en question sont utilisés pour bombarder des civils palestiniens à Gaza. Oui, parce que ça, vous en parlez aussi, j'y arrivais. C'est vraiment éthiquement parlant, puis je dirais même moralement parlant, c'est vraiment problématique parce que dans le fond, l'économie canadienne québécoise est directement impliquée dans ce qui se passe présentement, le génocide israélien à Gaza. Et on n'en parle pas beaucoup. C'est fou, ça.
Mais en fait, le gouvernement Trudeau, assez tôt, a introduit une interdiction des ventes létales à Israël. Des ventes d'équipements létaux à Israël. Donc, en théorie, c'est une bonne chose. En pratique, en réalité, la distinction entre létal et non létal, elle devient vite caduque. Voir qu'un acheteur va dire je m'en allais en acheter, mais c'est pour tuer des gens, je le ferai pas. Je veux dire, ils vont toujours dire que c'est pour maintien de l'ordre. Non, mais l'enjeu, c'est pas exactement ça. C'est plutôt le fait qu'en fait, la distinction entre létal et non létal n'a pas vraiment de sens en pratique. Parce que, par exemple, un train d'atterrissage, un train d'atterrissage, c'est non létal. C'est encore plus retard que je pensais. Tu peux pas utiliser directement le train d'atterrissage pour tuer des gens. Mais si t'as pas de train d'atterrissage sur ton avion, ben ton avion, il décolle pas. Parce que c'est ça, parce que j'avais en tête un exemple qui date de peut-être une dizaine d'années où des véhicules blindés canadiens avaient été vendus à l'Arabie Saoudite et le gouvernement saoudien avait dit « Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour attaquer, c'est pour maintenir l'ordre. » Et les gens ici avaient fait « Ah, OK, c'est correct. » Puis même les politiciens avaient dit « Vous voyez, on a fait attention, on a vendu vraiment à des gens qui vont pas. » Mais là, c'est encore plus retard parce que là, on parle d'un train d'atterrissage. Effectivement, qu'un train d'atterrissage n'est pas lancé sur les populations pour les tuer. Là. Exact. Même chose pour les simulateurs de vol qui sont fabriqués par CAE à Montréal. Bon, évidemment, un simulateur de vol, c'est non létal. Sauf que si tu veux que tes soldats soient efficaces, que tes pilotes soient efficaces, ben il faut que tu les entraînes. Exactement. Donc, tout est dans tout. C'est une chaîne. Mais il y a aussi le fait que, en fait, l'interdiction porte sur l'exportation directe vers Israël, mais c'est possible d'exporter vers un autre pays ensuite va exporter vers Israël. Donc souvent, il y a de l'équipement militaire qui va être exporté aux États-Unis. Et ça va respecter les règles, mais ça, ensuite, c'est tout un problème. Puis là, c'est important d'en parler parce qu'il y a des membres de la flottille, 3 membres québécois entre autres, qui ont été arrêtés par l'armée israélienne. Et là, il y a le gouvernement Carney qui a trouvé ça pas gentil, qui veut parler à l'ambassadeur. Je pense pas que ça va aller plus loin, malheureusement, mais dans votre littérature que vous m'avez rendue disponible, on apprend que Montréal est une plaque tournante de justement je pense qu'on peut utiliser le mot stratagème, là, pour contourner, dans le fond, les lois qui empêcheraient de vendre à Israël, mais on finit par le faire quand même. Oui, tout à fait. Il y a déjà des... Comment ça fonctionne? Ben, justement, c'est que les munitions vont être exportées aux États-Unis et ensuite être exportées à Israël. Donc ça, c'est un des mécanismes. Je ne connais pas l'ensemble des mécanismes, mais il y a un rapport complet qui a été fait par des organismes qui se sont penchés sérieusement sur la question. Un rapport de en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Tout à fait. Incroyable. Parlons des vous les avez mentionnés, les F-35. Là, on parle de 88 avions de chasse. Est-ce que l'achat est bouclé ou on est encore en négociation? C'est encore en négociation. En fait, l'achat, il y a une première livraison qui a déjà été faite. Donc, je pense que c'est 16 sur 88, si je ne me trompe pas, là, ou en tout cas environ. Mais le gouvernement n'a pas encore tranché s'il allait acheter le reste de la commande ou s'il allait faire affaire avec la Suède. C'est fascinant d'ailleurs de voir le discours médiatique autour de cette question-là. La formulation, l'angle qui est mis de l'avant, c'est toujours est-ce qu'on fait affaire avec les États-Unis ou avec la Suède, mais on se demande jamais est-ce qu'on doit acheter ces avions-là. Tout à fait. Oui, c'est ça qui est fou. Il n'y a aucune discussion médiatique et des gouvernements et là, je ne veux pas juste accuser les médias, là, mais je veux dire, il n'y a pas de discussion démocratique sur tout ça et pourtant, ça va avoir des impacts majeurs. C'est quand même étonnant. Oui, il n'y a eu aucune consultation, aucun réel débat public, aucune discussion démocratique sur le sujet. Une autre chose qui est fascinante et troublante, c'est le fait que les mêmes chroniqueurs qui sont obsédés par la question du déficit vont souvent soit être silencieux ou carrément applaudir les dépenses militaires. Alors que le directeur parlementaire du budget a dit dans un rapport tout récent que les dépenses militaires qui sont prévues allaient faire exploser le déficit. C'est fou, ça. C'est complètement fou. Puis en fait, puis là, on pourra en reparler plus tard, mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, on parle d'un déficit qui va augmenter massivement, alors que les choses qui vont être produites auront très peu de retombées positives pour les Canadiens et Canadiennes. Mais ça, attendez. Ça, c'est l'opinion de l'IRIS. Parce que les politiciens vont vous dire, ben non,
il va y avoir des retombées, c'est des emplois payants. Et je pense que Mark Carney a promis... En fait, a dit que ces investissements-là pourraient déboucher sur 125 000 nouveaux emplois. Mm-hmm. Et là, vous remettez un peu les pendules à l'heure parce qu'on est déjà en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Donc, c'est un peu... Tous ces promesses d'emploi, actuellement, sont un peu irresponsables d'une certaine façon. Oui, on promet 125 000 emplois. On dit que ça va être principalement dans le secteur manufacturier, donc ça va être pour fabriquer de l'équipement militaire. Le secteur manufacturier est déjà en pénurie de main-d'œuvre chronique depuis plusieurs années. Pénurie de main-d'œuvre qui est amplifiée en ce moment par les nouvelles restrictions en immigration. C'est ça qui est capoté aussi. Parce qu'il faut gérer les perceptions des gens. Ce discours anti-immigration qui gagne du terrain et les politiciens ne sont pas sourds à ça. Fait que c'est d'autant plus irresponsable, sachant qu'ils baissent les seuils, mais promettent des emplois. Ouais. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on va les trouver, ces gens-là. Ouais. Mais... Peut-être des itinérants. Il reste que... Pour régler l'itinérance, on va les envoyer dans les usines travailler. Peut-être. C'est vrai que la question de l'emploi est importante. Je pense que c'est positif de vouloir créer des emplois, mais il y a de nombreuses études qui ont montré que les retombées en termes d'emploi des dépenses militaires étaient moins bonnes que d'autres secteurs. Donc, si on prend... Donc, il y a une étude, une des plus récentes, qui a été faite aux États-Unis. Ils se sont demandé, si on prend $1 milliard puis qu'on le dépense dans différents secteurs, qu'est-ce que ça donne en termes d'emploi? Le constat est clair. Si tu investis le même montant dans les énergies renouvelables ou dans la santé, tu obtiens 50% plus d'emplois que si tu le dépenses dans l'industrie militaire. En fait, c'était pour 1 milliard dans le militaire, ça crée 11 200 emplois. Le même montant générait 16 800 emplois dans les énergies renouvelables, 17 200 en santé, 26 700 en éducation. Exact. Fou, ça. Mm-hmm. Puis vous soulignez aussi que... Puis là, je sais qu'on va avoir l'air un peu rêveur, pelleteur de nuages, parce que l'aspect environnemental a complètement disparu aussi avec la guerre en Iran, avec la... Ça, c'est quand même... Puis même, il paraît que sur les réseaux sociaux, là, les chiffres du GIEC sont remis en question, entre autres, par l'ineffable Sylvain Charlebois. Vous rappelez que l'industrie militaire est extrêmement polluante? Oui. Les conséquences environnementales des choix de dépenses qui sont faits en ce moment vont être désastreuses. Ouais. Déjà, l'estimation la plus récente sur les émissions de gaz à effet de serre des armées à travers le monde, c'est que ça représente 5,5% des émissions de GES. Ah ouais. Dit comme ça paraît peu, sauf que c'est 2 fois plus que l'aviation civile. Puis, il y a un consensus scientifique autour du fait que les émissions de GES des armées sont largement sous-estimées parce qu'elles ne sont pas comptabilisées dans les accords internationaux sur le climat. Ah ouais. C'est entre autres l'armée américaine dans les années 90, sous Bill Clinton, qui avait fait pression pour que les dépenses militaires soient exemptées des calculs. Puis c'était pas par climato-scepticisme, au contraire, c'est parce que leur rapport interne disait que les changements climatiques étaient avérés, auraient un impact majeur sur la sécurité et donc que les changements climatiques menaceraient le statut hégémonique des États-Unis dans le monde. Donc, qu'il fallait investir davantage dans l'armée pour s'assurer de préserver le statut dominant des États-Unis. Donc, c'est pour ça que Clinton a cédé à la pression à l'époque puis a obtenu que les accords internationaux sur le climat ne tiennent pas compte des émissions de GES de l'armée. C'est incroyable. Il y a plein de questions éthiques, morales, économiques, choix économiques, parce que forcément, puis vous l'indiquez, on en a peut-être parlé, mais il faut quand même le répéter, c'est que ça va avoir des impacts sur le filet social, sur les programmes sociaux, parce qu'il va falloir couper quelque part. Ça a déjà des impacts. Ouais. En fait, dans le budget qui a été annoncé à l'automne, évidemment, on nous a dit les compressions ne vont pas affecter les services. Bien sûr, il n'affecte jamais les services. Mais
il y a déjà eu des coupures. Il y a eu l'élimination du programme 2 milliards d'arbres. Il y a eu l'élimination d'une subvention pour des maisons plus vertes. Il y a eu l'élimination d'un programme qui soutenait les espaces culturels pour faciliter l'accès aux musées et aux arts. Faut pas oublier aussi que, parce qu'on l'apprenait hier, ou c'est ce matin, l'industrie pétrolière canadienne a reçu 10 milliards de fonds publics sous diverses formes. On rappelle, 10 milliards d'argent public. Puis, encore une fois, les chroniqueurs, les commentariats qui s'inquiètent du déficit, n'ont jamais un esti de mot à dire quand on parle de ça, les subventions à l'industrie pétrolière. En effet. Incroyable. Puis tout est imbriqué aussi dans le sens où, en ce moment, les fameux projets d'intérêt national pour lesquels Carney est en train de suspendre plusieurs évaluations environnementales. Bon, pour l'instant, c'est pas des projets strictement militaires. Mais souvent, c'est des projets miniers ou des projets énergétiques qui vont fournir l'industrie militaire. Donc, tout est lié. Puis là aussi, les conséquences environnementales vont être énormes. Des terres autochtones vont être spoliées, des espèces menacées vont être mises en péril. Il y a une partie de la littérature que vous avez mis à ma disposition qui est intéressante parce que vous montrez que ce chemin-là n'est pas obligatoire, qu'on aurait pu, même avec les entreprises existantes, on aurait pu faire une espèce de reconversion dans d'autres secteurs avec l'appareillage industriel disponible pour produire des choses qui auraient servi au bien public. Là, je sais qu'on sonne, mais on doit avoir cette discussion-là. Puis vous donnez plusieurs exemples, entre autres en Angleterre, si ma mémoire est bonne. Je veux vous entendre là-dessus, mais c'est vraiment intéressant. Le plan Lucas. Ouais. Oui, je vais peut-être continuer avec les conséquences environnementales d'abord. Excusez-moi, je pensais que c'était réglé, là, vu que c'est plus ou moins vrai, paraît-il. Là, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Là, on a parlé des GES. Puis évidemment, les GES, c'est majeur, mais ça ne résume pas l'entièreté des problèmes environnementaux. Il y a aussi, c'est qu'en fait, il y a des études qui ont montré que les infrastructures militaires vont aussi avoir des effets sur toutes sortes d'autres effets environnementaux. Contamination des sols, pollution par le bruit. Quand même, on n'en parle pas, mais... C'est important. Puis je me suis penché sur une étude qui a été faite par des chercheurs coréens qui se sont intéressés aux bases militaires américaine en Corée du Sud. Et c'est assez aberrant, les constats qui sont faits. Ce qu'on voit, c'est que, par exemple, des médecins ont évalué que le taux de plomb dans le sang des habitants d'une petite localité où est-ce qu'il y avait une base aérienne américaine, leur taux de plomb dans le sang était 1,7 fois supérieur au taux moyen des travailleurs des aciéries. Qui est une industrie où est-ce que la contamination au plomb est très fréquente. Ça, c'est un seul des exemples, mais dans le cas d'une autre base américaine, plus au sud, en Corée, la quantité de pétrole dans les eaux souterraines dépassait de 480 fois la limite permise par le gouvernement coréen. En même temps, on peut aller chercher ce pétrole-là et le remettre sur le marché. Peut-être. Économie circulaire. Vous êtes bien pisse-vinaigre à l'IRIS. Voyons, arrêtez de chialer. Il y a toujours des solutions. Je veux qu'on revienne, qu'on parle de cette conversion possible, parce qu'il y a certains exemples. Comment ça pourrait fonctionner si cette idée-là avait plus de traction? En fait, c'est ça. On veut prendre au sérieux la question des emplois. Donc, dire que... effectivement, l'idée, c'est pas de porter un jugement sur les gens qui vont se trouver des jobs dans l'industrie militaire. C'est normal de vouloir une job de qualité, puis si c'est ça qui paye, c'est là qu'on va. Mais historiquement, souvent, les travailleurs et travailleuses de l'industrie étaient conscients que leur emploi dépendait des difficultés géopolitiques à travers le monde. Ils étaient conscients de cette contradiction-là. Puis il y en a plusieurs qui ont souhaité s'en départir. Puis dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai étudié le cas d'Expro à Valleyfield. Donc c'est General Dynamics, dont on a parlé tout à l'heure, qui existe encore. L'usine a changé de nom au fil des années parce qu'elle a changé de propriétaire. Elle a eu toutes sortes de mésaventures et de soubresauts. Donc dans les années 90, au moment où l'usine était en difficulté, le syndicat a décidé de créer une
une espèce de coopérative de travailleurs Ah, ouais. qui en fait, tous les travailleurs ont mis un petit montant d'argent pour investir dans l'usine, puis ont obtenu 33% des parts de l'usine, puis un droit de veto sur un ensemble de décisions, dont des décisions qui concernent directement la production. Ah, ouais. Puis ils ont utilisé ce levier-là non seulement pour sauver leur job, ce qui était le premier objectif. L'objectif initial, c'était de sauver les emplois, mais ils ont aussi voulu aller plus loin. Ils se sont dit, on va démilitariser la production. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un projet pour fabriquer en fait, l'usine fabrique des explosifs, des munitions. Puis ils se sont dit, à la place de fabriquer des poudres explosives pour des munitions, on va fabriquer des poudres explosives qui vont servir à activer des sacs gonflables dans les autos. Ah. Donc, au lieu de tuer des gens, on va sauver des vies. Ça veut dire, les sacs gonflables, ça fesse quand ça sauve, hein? Ça se peut, c'est moins létal. Je pense que ça s'est amélioré. Là. Moi, je me rappelle au début, quand c'est sorti, il y avait des cas aux États-Unis, entre autres. On voyait ça apparaître dans les entrefilets des médias, là, qu'il y a des gens qui avaient été sévèrement blessés par l'ouverture de... J'avais entendu ça aussi. Je suis pas au courant des défis techniques des sacs gonflables. Mais en gros, il avait réussi à démilitariser 50% de la production. À travers tout ça, ils ont sauvé leurs emplois. Puis, éventuellement, quelques années... L'expérience de co-gestion a duré environ 8-10 ans. Ensuite, il y a eu d'autres difficultés économiques à l'usine. Puis là, il y a eu un autre rachat à l'époque par SNC-Lavalin. Puis SNC-Lavalin, quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont dit, c'est « nous, on n'en veut pas de cette coopérative-là ». Donc, ça a été dissous, mais les travailleurs ont vendu leur part à profit. Donc, ils avaient réussi à sauver leurs emplois, à démilitariser une partie de la production et à faire un gain. Donc, ça a été une expérience vraiment intéressante. Mais des exemples comme ça, il y en a d'autres dans le monde aussi. Il y en a d'autres. Il y a l'exemple du plan Lucas en Grande-Bretagne, en Angleterre. Le plan Lucas n'a pas été mis en œuvre, mais ça a inspiré beaucoup de gens, ça a enflammé l'imagination de beaucoup de gens à travers le monde. Mais en gros, il y a eu une baisse des dépenses militaires en Angleterre dans les années 70. Donc, il y avait des emplois qui étaient menacés, notamment dans les usines de Lucas Aerospace, qui étaient des usines qui produisaient principalement des avions, moteurs d'avions, etc. Ce que les syndicats ont fait, c'est qu'ils ont mobilisé l'ensemble de la force de travail, puis ont demandé aux gens, avec les équipements que vous avez, avec l'expertise que vous avez, avec les connaissances que vous avez, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Puis ça a donné lieu à un incroyable exercice gros brainstorm industriel. Un brainstorm industriel. Donc, on profite vraiment de l'expertise des gens. Puis, ils ont proposé 150 objets qu'ils pourraient fabriquer à la place de fabriquer de l'armement. Puis c'était des choses vraiment novatrices. Certaines de ces choses-là sont maintenant courantes, mais à l'époque, ça n'existait à peu près pas. Ils ont proposé des voitures électriques, des voitures hybrides, des machines pour la dialyse, des thermopompes, D'ailleurs, là, le gouvernement vient d'annoncer un programme d'achat de thermopompes pour les propriétaires. Vous voyez? Si on avait suivi l'exemple des travailleurs de Lucas, on l'aurait fait il y a 50 ans. C'est super intéressant, ça. J'allais vous dire merci, Guillaume Tremblay-Boilly, mais non, parce que tout ça est vraiment inquiétant. C'est des mauvaises nouvelles. Et ça ne fait que nourrir notre indignation. En fait, ça donne du carburant, qui n'est pas du pétrole, heureusement, à notre indignation. Merci d'être venu nous parler de tout ça. On va pouvoir certainement mettre certains liens sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent approfondir leur réflexion. Puis encore une fois, merci à l'IRIS de venir une fois par mois nourrir notre indignation. Merci à vous. Merci. C'est un plaisir. À bientôt. Alors voilà ce qui conclut ce 33e épisode de la balado. Bon, évidemment, c'est un épisode qui s'est bâti en trois temps. Merci à Mélissa Thériault. On lit donc Utopia Laurentiana. Vraiment un objet littéraire, un ovni littéraire intéressant. Je pense que le terme ovni est tout à fait approprié. Puis encore une fois, ça nous vient des éditions de Moult. J'adore vraiment cette maison d'édition qui fait un travail unique
originales, de grande qualité. Voilà, je les aime, je veux le dire. Je vais être ami avec les gens de Moult. Merci à Louis-Philippe Lampron, bien sûr, de m'avoir accueilli dans son bureau. J'ai pris des belles photos aussi de ces petites figurines que je vais déposer sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, on lit « La démocratie ne se défendra pas toute seule », paru chez Éco-Société. Faut lire, mais c'est drôle parce que je faisais le montage de cet épisode, de cette entrevue, puis c'est dur de garder le fort, de se dire, voyons, tu sais, on consulte les réseaux sociaux, on va sur les sites d'information, on est comme, mais voyons, comment se fait que ça arrive, comment se fait que ça... Puis c'est dur de pas voir le train frapper le mur. Notre démocratie étant le train. C'est ça. C'est vraiment difficile. Moi, je trouve ça difficile. Dans ma sensibilité, là, de personne indignée, je trouve ça tough. Peut-être que de faire des enfants, comme je le fais, me donne espoir. Mais en même temps, des fois, tu te couches le soir, tu te dis, dans quel monde je les précipite? C'est vraiment étrange comme sensation. Merci à Guillaume Tremblay-Boily de l'Iris pour, encore une fois, ça c'est un exemple, après avoir fini l'entrevue, de me dire, ben voyons donc, pourquoi on n'est pas dans la rue? Mais je suis pas dans la rue, moi non plus, fait que je jette la pierre à personne, mais pourquoi on vote pour ça? Moi, j'ai pas voté pour ça, cela dit. Mais je me rappelle tellement, puis je me rappelle sur Blue Sky, c'était difficile de critiquer Mark Carney tellement que tout le monde était à cran, puis tout le monde était comme... Mais c'est parce qu'on veut pas Pierre Poilievre. Puis finalement, on n'a pas Pierre Poilievre, mais on a quelque chose qui est presque identique dans plusieurs de ses politiques, mais dans un vernis acceptable, gentillet. Moi, je me rappelais toujours sa petite entrevue à Infoman où il avouait qu'il écoutait The Clash. Fait que, OK, c'est correct, c'est un banquier qui écoute The Clash. Wow, on est en très bonne main. Mais le Clash, on l'a d'en face. Je vais vous parler de quelque chose d'intéressant. C'est Philippe de Grosbois qui s'en vient d'ailleurs bientôt à la balado pour une nouvelle chronique qui m'a fait découvrir... oui, là, il y a mon chat qui veut se frotter sur le micro. Vous allez peut-être l'entendre. Léon Trotsky. Ah ben voilà, vous l'entendez un petit peu. Oh, est-ce qu'on va l'entendre ronronner? Oui, il adore le micro sur son cou. Trop cool. Excusez. La saison achève, là, je me sens lousse. C'est le compte Substack. Ça s'appelle Sous la loupe. C'est un journaliste de la FPJQ d'un certain âge. Je pense qu'il est à la retraite. J'ai essayé de trouver où il a œuvré. Parce qu'il y a deux journalistes, Claude Desjardins. Il y en a un qui est poète, et c'est pas lui, c'est l'autre. J'allais voir son compte Facebook. Bon, il y a un t-shirt avec un fleur de lys. C'est pas grave. Mais, et là, il a écrit un truc sur la presse qui est assez intéressant parce que c'est pas une enquête, là. Il dit lui-même, mais il a regardé, il a demandé des documents aussi, grâce à la loi sur l'accès à l'information, des documents sur la structure de la presse depuis qu'elle est devenue un organisme à but non lucratif en 2018. Puis c'est drôle parce que ça rejoignait un peu les... puis je pense que Philippe de Grosbois l'a partagé par rapport à des critiques qu'on peut lire beaucoup sur Blue Sky. Je participe à ça, de rire un peu parfois de la couverture médiatique de la presse, surtout quand on lit les poncifs de François Cardinal sur le grand journaliste, puis la presse pratique le grand journaliste, puis les autres, c'est pas vraiment des grands journaux comme la presse, puis les lecteurs lui écrivent pour lui dire que, mon Dieu, qu'ils font un travail extraordinaire. Fait que des fois, quand... par exemple, ce matin, il y avait un petit article qui n'était pas dans la section portfolio sur le fait que Couche-Tard allait offrir des rabais pendant 4 heures jeudi après-midi. Et le texte de 80 mots à peu près est publié dans la presse avec un titre entreprise. Tu sais, c'est pas une nouvelle, ça. C'est une pub pour ton ami Alain Bouchard. Fait que je pense toujours à François Cardinal puis ses poncifs quand la presse publie des choses comme ça. Puis là, ben, je pense que c'est dans ce contexte-là que Philippe a republié donc cette mini-enquête de Claude Desjardins. Puis c'est ça, lui, il s'est penché sur la structure des fiducies de
de la presse depuis qu'elle est un OBNL. Puis là, ben, je vais vous lire un peu ce qu'il écrit parce que je veux pas qu'on saute aux conclusions non plus, mais c'est quand même intéressant des fois de regarder comment les organisations sont structurées. En 2018, la presse quittait Power Corporation pour devenir un organisme à but non lucratif, propriété d'une fiducie au service du public québécois. Et là, c'est un deuxième volet de son enquête, parce qu'il y a eu un premier volet où il parlait des subventions que la presse a reçues à l'époque, avec des échanges de courriels aussi. C'est pas douteux, mais t'es comme, OK, ils avaient quand même un canal de communication avec le gouvernement, je dirais privilégié. Ils ont reçu 800 000 de subventions, mais ça pourrait aller jusqu'à 1,2 million. C'est ce que le monsieur Desjardins, Claude Desjardins, le journaliste donc, de la FPJQ, a relaté. Et là, dans le deuxième volet, il regarde comment fonctionne donc la structure des fiducies. Et là, il écrit que la conversion reposait sur une fiducie unique. Et là, c'est un ex-juge de la Cour suprême qui était le seul fiduciaire. Et là, aujourd'hui, il dit que la page officielle de la presse mentionne 2 fiducies distinctes, la fiducie de soutien à la presse et la fiducie fondation à la presse. Et là, il dit, à noter, ce dédoublement structurel n'a jamais fait l'objet d'une communication publique explicative. Pourquoi 2 fiducies où il n'en existait qu'une? La question reste sans réponse publique. Lui prétend que la presse aurait dû publier quelque chose dans ses pages pour annoncer que la fiducie se scindait en 2. Là, je connais pas les règles d'annonce publique par rapport à ça, mais M. Desjardins semble assez clair à ce sujet. C'est ça qu'il écrit d'ailleurs. La composition du conseil d'administration de la presse est publique. Ce qui l'est moins, c'est ce qu'elle dit sur la continuité des réseaux qui ont précédé la conversion en OBNL. Puis c'est là que c'est intéressant, parce que dans le fond, ce qu'il prétend, c'est que en fait, ce qui démontre, c'est ce que nous savons depuis longtemps, c'est-à-dire que l'esprit Power Corporation n'a absolument pas quitté la presse, même si c'est un OBNL. Il rappelle que c'est Alain Gignac, qui est le président du CA, PDG de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, Guy Crevier, qui est encore là, qui était l'éditeur de la presse, en fait, qui est l'éditeur de la presse, ex-président de Jessica, filiale de Power Corporation, Pierre-Éliott Levasseur, président de la presse, ex-trésorier de Power Corporation entre 2001 et 2006. Puis là, c'est drôle parce que le Elliott, c'est un prénom. J'imagine que ses parents aimaient beaucoup Pierre-Éliott Trudeau, mais Pierre-Éliott Trudeau, le Elliott, c'était un nom de famille. Un de ses 2 noms de famille, je pense que c'était sa mère qui était une Elliott. Non, l'inverse, son père. Et sa mère, une Trudeau, mais en tout cas. Alors, c'est drôle que le Elliott devient un prénom. J'imagine que c'est ça, les parents de Pierre-Éliott Levasseur aimaient beaucoup, beaucoup Pierre-Éliott Trudeau. Stéphanie Jean, associée principale chez EY, entreprise que je ne connais pas, mais selon Claude Desjardins, qui a signé en 2016 un partenariat avec le pôle média HEC. Il y a Maxime Boissonneau, Philippe Lapointe, directeur d'antenne Canal M, puis un ancien aussi directeur radio qui a été à TVA aussi à une certaine époque, si ma mémoire est bonne. Alain Tadros, VP Marketing et Stratégie numérique pour la chaîne Métro. Donc ça, c'est le CA actuel de la presse. Puis là, M. Desjardins rappelle qu'il n'y a aucun journaliste sur le CA, aucun représentant syndical, aucune figure issue du Conseil de presse du Québec ou de la FPJQ, aucun universitaire indépendant en communication. Le CA est composé de gestionnaires, de cadres, de comptables et de professionnels de la philanthropie. Ce qui n'est pas mal, mais reste que ça pose des questions sur le désir de la presse de se faire un petit peu challenger, dans le fond. C'est ce que Claude Desjardins dit, puis c'est quand même intéressant. Et là, il rappelle que les 2 plus hauts dirigeants du média ont fait l'essentiel de leur carrière au sein de la Galaxy Power Corporation, Pierre-Éliott Levasseur, donc, et Guy Crevier, président de Jessica, qui était la filiale média de Power Corporation, et ce pendant 20 ans. Et là, il est éditeur dans le nouvel OBNL. Et là, M. Desjardins rappelle que ce n'est pas une critique de leurs compétences, c'est un fait structurel. Les personnes qui ont dirigé la presse sous l'actionnaire Power Corporation sont les mêmes qui dirigent l'OBNL indépendant. La rupture juridique de 2018 n'a pas produit de rupture dans les équipes de direction. Et là, il rappelle qu'Alain Gignac, qui est le président du CA de la presse, et par ailleurs PDG de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, M. Desjardins est allé voir la documentation de cette fondation pour apprendre que France Chrétien Desmarais, donc fille de la famille Desmarais Chrétien liée à Power Corporation et vice-présidente du conseil d'administration de l'Institut de cardiologie de Montréal. C'est un petit milieu, comme on pourrait dire. Et là, il rappelle que ces faits sont publics, les rapprochements appartiennent au lecteur. Alors, on n'accuse personne. Mais plus loin, il nous parle de Stéphanie Jean et il nous dit, qui siège au CA de la presse,
qui est donc associé principal de EY. Et il fouille tout ça pour nous dire qu'en 2016, EY a signé un partenariat avec le pôle média HEC, je l'ai dit tantôt, pour développer des outils de formation sur la transformation du secteur des médias. Et le pôle média HEC est depuis mars 2025 le partenaire nord-américain de l'initiative Médias et Philanthropie de l'Université de Genève, un programme qui vise à produire une charte internationale légitimant la philanthropie comme modèle de financement des médias. Alors, EY est donc simultanément OCA de la presse et partenaire historique de l'instance académique qui construit la légitimité du modèle philanthropique médiatique dont la presse est le principal exemple québécois. C'est quand même intéressant. Parce que dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'on est dans un univers fermé et que la philanthropie soit le modèle d'affaires de la presse, c'est absolument pas un problème, mais qu'on arrête de nous seriner. En tout cas, moi, c'est les déductions que je fais, parce que Claude Desjardins ne fait aucune déduction, mais les déductions que je fais, c'est que François Cardinal, puis dans le fond, il le fait parce qu'il sent bien qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'hermétisme du CA, entre autres, et le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects journalistiques qui challenge cette organisation. Mais c'est quand même intéressant que Claude Desjardins souligne que personne du milieu des médias, des journalistes, du conseil de presse ou de la FPJQ fait partie du CA de supposément le plus gros quotidien d'information au Québec. Et là, c'est ça. Il rappelle qu'il y a eu une activité philanthropique où on présentait ça comme un panel de discussion, puis finalement, c'était comme une espèce de club privé qui se félicitait d'avoir la philanthropie comme modèle d'affaires. Alors, je vais publier le lien pour aller lire ce texte-là. C'est vraiment intéressant. Et là, c'est ça. Je veux lire, en fait, ce que M. Desjardins dit à la fin de sa publication sur Substack. Ceci n'est pas nécessairement scandaleux. Les personnes impliquées sont probablement de bonne foi, mais c'est structurellement verrouillé contre la contradiction. Un OBNL qui reçoit des fonds publics, gouverné sans voix critique interne, dont la direction est formée chez l'actionnaire précédent, dont le modèle est en cours de légitimation académique. Donc, ça, c'est toute l'histoire de l'Université de Genève et de l'entreprise EY et du pôle média HEC. M. Desjardins se demande comment la presse peut rendre des comptes au public qui le finance, parce que c'est ça aussi la question, c'est qu'ils reçoivent des dons. Et ils ont en plus, ils émettent des reçus fiscaux pour les dons qu'ils reçoivent. Donc, il y a quand même des questions intéressantes à se poser. Voilà. Alors, et il rappelle à la toute fin, la question de la gouvernance des médias OBNL financés par des fonds publics ne révèle d'aucun cadre réglementaire existant au Québec. C'est précisément ce vide que ce dossier, donc le dossier de M. Desjardins, met en lumière. Alors, je trouvais ça intéressant comme lecture et comme pierre dans cet édifice de réflexion sur comment les médias, puis moi, c'est toujours ça qui m'intéresse, c'est comment, avec le contexte, là, je parlais de Louis-Philippe Lampron tantôt, comment l'extrême droite, ou en tout cas l'autoritarisme et l'illibéralisme, j'ai la misère avec ce mot-là, gagnent du terrain. Il y a des raisons qui font que ces idées-là gagnent du terrain. Puis je pense que ce qu'on considérait longtemps comme un bouclier, c'est-à-dire les médias, comme un pouvoir important, un contre-pouvoir, quand on regarde comment les médias sont structurés, peut-être qu'on se rend compte que c'est pas eux qui seront au rendez-vous pour nous donner un coup de main pour que ces idées-là, pour que cet autoritarisme-là ne prennent pas toute la place. Puis je repense au segment de l'Iris avec Guillaume Tremblay-Boilly sur la militarisation de l'économie. Puis lui, il l'a souligné plusieurs fois. Les médias, est-ce que les médias font leur travail pour qu'on ait un débat public? C'est clair que la réponse est non. Alors, j'avais envie de souligner ça avec vous. Donc, Claude Desjardins sous la loupe. Si vous faites une recherche sur Substack, vous allez le trouver assez facilement. Peut-être qu'un jour, je pourrais l'inviter. Je ne l'ai pas fait parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas. J'ai pas pu trouver son parcours, en fait, de journaliste. Puis, au lieu d'attendre de faire tout ça, j'ai quand même préféré aujourd'hui vous présenter les grandes lignes de la publication qu'il nous a offert sur Substack. Merci Philippe de Grosbois, qu'on va retrouver très, très bientôt. Bon, alors, j'ai hésité avant de trouver la bonne chanson pour clore cet épisode. J'ai parlé des Clash, j'ai pas assez proche de mettre ça, mais j'avoue que j'ai une confidence à faire. Je ne suis pas, j'embarque pas dans la frénésie du hockey qui frappe le Québec, Montréal et le Québec présentement.
Je sais, là, j'ai l'air du gars qui aime ça, ramer à contre-courant, mais malheureusement, c'est plus profond que ça. Là, je vais faire un... J'en ai peut-être déjà parlé ici, je m'en rappelle plus, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais un fan des Nordiques. J'habitais à Seine-Lorette. J'ai habité 3 ans en Seine-Lorette quand j'étais petit, parce que mon père travaillait pour une compagnie qui s'appelle UAP à l'époque, qui aujourd'hui n'a pas, et on avait été transférés. Il y avait des transferts souvent, les employés étaient envoyés d'une ville à l'autre. Et je suis arrivé donc dans la région de Québec au moment où les Nordiques sont arrivés dans la LNH. Mais moi, j'étais déjà un gros fan du Canadien. Quand j'étais petit, moi, j'ai commencé à jouer au hockey, j'avais 5 ans, donc j'étais déjà un fan du Canadien. Et j'ai pas embarqué dans la frénésie des Nordiques qui frappait la ville de Québec, alors que mon père, oui. Puis je pense qu'il y avait cette confrontation-là, père-fils aussi, déjà, que j'avais en moi, qui a été, dans le fond, la dynamique de ma relation avec mon père pratiquement toute ma vie, jusqu'à sa mort. Mais un moment donné, j'embarquais dans la vague des Nordiques quand les Stachny sont arrivés à Québec, puis il y avait vraiment un vent de renouveau. Puis là, je commençais à être un peu plus vieux, puis je commençais à trouver un peu lourd là, le côté empoulé du passé des Canadiens. Puis à chaque fois qu'il y avait l'occasion de ramener un vieux joueur qui venait faire une mise au jeu protocolaire, puis il est encore dans l'imagerie du flambeau, nos bras meurtris vous tendent le flambeau, puis ça me gossait déjà, puis j'avais 10 ans, 11 ans. Alors je suis vraiment embarqué dans la frénésie des Nordiques, puis là j'ai été un fan vraiment intense, hardcore. Puis ça, c'était les années de la rivalité canadien-nordique qui était vraiment à son summum. J'en suis presque venu au point avec un de mes professeurs au séminaire à Granby pour vous dire comment la rivalité était rendue débile. Même les profs perdaient le sens commun et pouvaient presque en arriver à en venir au point avec les étudiants. Bon, j'étais pas un élève très agréable au secondaire. J'étais ce qu'on pourrait appeler un leader négatif. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment déjà embarqué sur le hockey. Puis, quand les Nordiques sont partis, évidemment, ça m'a dégoûté complètement. Puis, ça m'a détourné du hockey. Puis, quand mon fils est arrivé sur cette planète, c'était pas un enfant qui tripait sur le hockey, mais c'était l'époque de Piquet Souban, puis il a commencé à s'y intéresser un petit peu. Puis là, j'avoue que j'ai essayé de réembarquer, puis de peut-être baisser les armes, ouvrir mon cœur à ma réalité de Montréalais, et de me dire, il faudrait bien que je prenne pour l'équipe dans la ville où j'habite. J'ai pas été capable. Encore une fois. Puis mon fils s'est détourné du hockey. Fait que j'ai complètement arrêté de regarder le hockey. Puis là, c'était les années après ça. Il y a eu des années assez moches dans la LNH avec le Canadien. Bon. Et là, ben, ces temps-ci, j'avoue que je suis incapable. En fait, je suis pas capable d'aimer le Canadien. Ça me ramène toujours à mes sentiments d'enfance. J'ai l'impression que je trahirais, en fait, mon enfance. Que d'aimer le Canadien. Fait que j'écoute un peu les matchs. Je les écoute pas systématiquement, mais je les écoute, puis je prends encore plaisir à voir l'autre équipe marquer des buts. Je sais, c'est pas une belle... une belle émotion, mais je suis fait de même. Je peux pas... Je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis quand je les vois ramener là, les capitaines là, avec tout le gros show de lumière, puis tout le chauvinisme aussi des journalistes sportifs montréalais, puis ça n'a pas changé, ça a toujours été le cas. Bien que ça devait être la même chose à Québec, mais évidemment, j'avais mon billet de confirmation, alors je les trouvais bien extraordinaires. Mais toute cette culture-là du hockey, je l'aime pas, puis je la trouve toxique, puis je suis content que mes enfants ne jouent pas au hockey dans le sport organisé, parce que j'irais à reculons, puis je ne suis pas le seul parent, on s'en parle entre nous, puis c'est le cas pour beaucoup de monde. C'est rendu vraiment un sport de riches, pratiqué par des riches, puis c'est ça. C'est des millionnaires de 25 ans qui jouent au hockey, fait que je trouve ça particulièrement intéressant de voir une critique des riches, de taxer les millionnaires qui émergent, mais en même temps, une espèce d'engouement pour les mêmes millionnaires, mais parce qu'ils poussent une rondelle, là, c'est rendu plus rigolo. Puis je comprends là, que c'est le fun collectivement, cet esprit collectif. Moi, je ne l'ai pas vraiment, mais je le comprends. Cela dit, j'arrêterai avec le hockey qui tend des ponts, puis là, les riches parlent aux pauvres, puis bon Dieu que c'est beau, il n'y a plus de racisme, il n'y a que tout le monde derrière une équipe. Ça reste ça reste une culture extrêmement mercantile. Tant mieux là, si les restaurants qui ont des TV font de l'argent, mais moi je peux vous dire que cette semaine, j'étais allé me faire couper les cheveux, puis il y avait un restaurateur qui lui n'a pas de télévision, puis il trouve la période très 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 dure
Parce que j'ai des samedis soirs avec 6 clients. Là, je pourrais pas tenir longtemps comme ça. Fait que il y a cette réalité-là. Tu sais, on a l'impression quand on ouvre les journaux que oui, il y a un afflux d'argent de tous ces personnes qui en gagnent s'en vont dans les restaurants style la cage au sport, mais c'est cet argent-là qu'ils avaient, ils le mettaient peut-être ailleurs, et cet ailleurs, c'est des restaurateurs qui n'ont pas de télévision, qui n'ont peut-être pas envie d'en mettre non plus, parce que c'est pas ça leur modèle d'affaires. En tout cas, ça me fait rire aussi le discours collectif autour de ça, comme si c'était une richesse collective de regarder les matchs à la cage au sport. Voilà. Alors, je vais être de bonne foi et je vais tenter de me remettre dedans et vous offrir une chanson que je détestais quand j'étais jeune. C'est la chanson Bleu, Blanc, Rouge, les Canadiens. Puis, faut pas oublier une chose, c'est que le Canadien n'a pas toujours été cette équipe au marketing flamboyant qui occupe tout l'espace sportif médiatique comme elle le fait présentement. Parce que dans les années 80, là, dans le temps de Bob Berry, qui était coach, puis c'était Bobby Smith, le meilleur joueur, ben les Canadiens étaient fades. C'était pas l'équipe préférée des Montréalais et des Québécois, c'était les Expos. L'équipe qui attirait les foules, parce qu'ils avaient Gary Carter, André Dawson, Tim Raines, ils avaient une bonne équipe. Puis bon, c'est sûr que le baseball majeur, c'était pas comme le hockey, là, il n'y avait pas le 2/3 des équipes qui faisaient des séries. Si tu ne gagnais pas le championnat, il n'y en avait pas de séries éliminatoires. Ils ont emmené ça dans les années 90 avec le wild card, puis ils ont changé la structure, mais sinon, c'était les 2 champions de chaque division, puis le gagnant s'en allait en série mondiale. Mais les Expos attiraient des millions de spectateurs à chaque saison. Ils ont même eu pendant plusieurs années le record pour la plus grande assistance pour une série de 4 matchs. C'était dans les années 80. Quelque chose comme 254 000 spectateurs. Puis c'est les Rockies du Colorado, quand ils sont arrivés dans le baseball majeur, qui ont battu ce record-là. Fait que les Expos étaient l'équipe numéro 1. Fait que là, le marketing du Canadien s'est réveillé. Je pense que c'était avec l'arrivée de Ronald Coré. Et là, ils ont fait des promotions. Ils ont essayé de faire en sorte que le Canadien redevienne l'équipe numéro 1 dans le cœur des Québécois. Et ça impliquait de donner toutes sortes de goodies, de cartes de hockey, éditions spéciales dans les épiceries. Et ce 45 tours, donc, que je vais vous présenter aujourd'hui, Bleu, Blanc, Rouge, les Canadiens. Les plus vieux la connaissent, cette chanson-là, c'est certain. Elle a été composée par Jean Robitaille. Jean Robitaille, qui est un compositeur, qui a fait plusieurs choses, la musique de film. Il a fait beaucoup de musique pour les enfants, pour les émissions jeunesse, entre autres Macaroni tout garni. Et je me demande si Bibi Geneviève, c'est pas lui, mais c'est peut-être Jean Sauvageau aussi. Mais Jean Robitaille, c'est lui qui a écrit la chanson Les yeux de la fin, qui est dans le fond, qui est la version québécoise de We Are the World. Les gens ont oublié ça, mais il y a eu une version québécoise avec une vidéo avec des gens qui se tiennent l'oreille puis qui chantent de l'autre, là. Il a fait partie peut-être d'un groupe, en tout cas sur l'autre Discord, il aurait peut-être fait partie d'un groupe qui s'appelle Pendulum. Ça me dit vaguement quelque chose, mais j'ai pas rien trouvé sur ce groupe-là. Mais j'ai l'impression que c'est un groupe de prog québécois du début des années 80. S'il y a des fans de prog qui peuvent me corriger ou me dire que j'ai raison, là, mais tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui était très actif à plusieurs niveaux dans le monde musical québécois. Et la chanson est chantée par Michel Comeau, qui lui est c'est une voix qu'on a entendue régulièrement dans les pubs dans les années 80-90. Vous allez voir, vous allez la reconnaître, la voix. Alors, voilà. C'est la chanson que je vous offre. Bleu, Blanc, Rouge, les Canadiens. Puis je vais la réécouter avec vous, puis je vais peut-être essayer de baisser mes armes et de me dire, faudrait bien que j'embarque moi aussi dans cette fièvre, puis glorifier des millionnaires qui tournent en rond autour d'une rondelle. En même temps, il y a toujours une petite voix en dedans de moi qui me dit « Hey Fred, n'oublie pas, eat the rich, eat the rich. » Hey, bonne semaine. Toujours pour un de
c'est glorieux.